Bonjour Angel, comment tu vas? Eh ben bonjour Morgan, Mr. Brown, ça va très bien et toi? Ça va, écoute, il fait beau, il fait chaud, enfin moins chaud en plus, donc ça c'est mieux pour mon petit corps d'anglais qui supporte mal les grandes, voilà, les roulettes, pas les roulettes russes, les montagnes russes de température. Enfin, le froid Ouais. ça me va, mais c'est vrai que le très très chaud c'est jamais très simple. Hmm. Bah écoute, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es donc préparateur physique pro. Tu es également le fondateur ou cofondateur Cofondateur, ouais. de YouCoach, la plateforme pour les coachs sportifs et les kinés, et bah, créateur de contenu sur les réseaux. C'est là où je t'ai connu, hein, et tu donnes de l'espoir aux gens qui font 1m78 ou 79 comme moi, les moins de 1m80. Parce que, Les non, moins de mais 10 mais version taille. voilà, c'est ça. Non, non, mais et c'est marrant parce que c'était un vieux rêve de gamin de pouvoir dunker. Je regardais les gens, je regardais les détentes verticales des gens 1m05, donc le panier, il est à temps. Si je tends mon bras en machin, je peux mettre la main dedans. Ouais. Donc, bah, petit, je sautais des marches tu sais, enfin, je descendais des marches, je regardais un peu comment on faisait pour sauter plus haut. Et c'est en partie un peu égoïste de ma part de te demander de venir ici pour te demander des tips là-dessus. Parce que Avec tu sautes plaisir. haut et ce qui est bien, c'est que tu sautes haut, mais que tu sautais pas forcément haut de base. Enfin, Ouais. quand même, mais voilà, tu as réussi à Ouais. le développer. Et donc, en partie, une des choses qu'on va essayer de développer aujourd'hui, qu'on va morceler, c'est comment on fait. Hmm. Comment on fait pour sauter plus haut. Mais avant Donc ça, ça, ça fait que t'as fait du basket un petit peu auparavant? j'ai fait du basket. On allait au terrain, quand j'avais 12 13 ans, on allait Hmm. au terrain avec mon petit frère et on faisait ce qu'on pouvait, quoi. Mais non, j'ai Ouais. pas fait de basket en club ou quoi. Eh ouais. Je ne sais pas si tu lis les mangas. Si tu es un... Alors, j'adore les animés, je lis un Ouais. tout petit peu des mangas, Ouais. mais j'ai un énorme blocage avec tous les mangas de sport. Je Ah, n'aime pas les mangas de sport. En fait, c'est parce que ça reflète tellement pas la réalité, c'est tellement différent, tu vois, donc Kuroko no Basket, etc. C'est hmm, tellement différent en réalité de la sensation réelle du sport ouais. que voilà, ça me... J'aime pas, quoi, tu vois. Mais après, je peux D'accord. comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent, hein, ça c'est... Ouais, bah écoute, bon, bah moi c'est comme ça que ça a commencé, c'était avec un manga qui s'appelle Slam Dunk. Ouais, voilà, Euh, ça me donne aussi. Ouais. voilà, que j'ai adoré ce truc. En plus, le protagoniste principal avait les cheveux rouges, donc je sais pas si. Enfin voilà, moi je m'y reconnais, je me disais, ouais, il est roux, il fait du basket, il faut que je fasse du basket. Et donc c'est par là que j'ai commencé. Et donc toi, t'as commencé jeune à faire du sport pour avoir pris cette trajectoire ou c'est arrivé plus tard? Alors moi j'ai commencé hyper tard, tu vois, à faire du sport. Alors moi à la base j'ai toujours été un peu dans mon monde très jeux vidéo quand j'étais petit. Moi j'aimais beaucoup jouer voilà tout ce qui est MMO etc. Vraiment m'échapper de la réalité. Un petit peu bah voilà tout le monde a eu des problèmes familiaux etc. C'est en partie par rapport à ça. Et j'ai toujours fait une activité sportive mais que j'ai jamais aimé quoi. Donc j'ai fait beaucoup d'années de judo mais j'étais nul et complètement bah, pas enthousiaste à l'idée de faire du judo. Et bah, écoute, je pense que c'était lorsque j'avais 12 13 ans. Je me suis en fait posé sur YouTube. C'était les premières heures de YouTube. Ça venait de sortir depuis 1 an ou 2 ans, je crois. On est en 2000, 2008-2009. Et donc, j'ai regardé une vidéo par hasard total. C'était une vidéo de Vince Carter, donc, Ah ouais, qui est un immense joueur NBA, qui dunkait, qui est pour moi le meilleur dunker de tous les temps ouais. in-game au basket. Et donc j'ai vu en fait son top 100 de Vince Carter de dunk. Et franchement, et je te jure, je me souviens de ce moment, il y a eu un truc qui s'est passé dans ma tête. Il y a eu un... comme si la foudre m'avait frappé et je me suis dit du jour au lendemain, je suis allé voir ma mère, je lui ai dit maman, je veux faire du basket parce que moi dans ma tête, je voulais faire comme Vince Carter. Sauf que je n'avais pas compris que le dunk et ce que faisait Vince Carter de une, c'était absolument exceptionnel Ouais. et que le dunk, c'est une composante du basket. Ah oui. Moi, Donc, oui. Même mais en si tout cas, c'est ça qui m'a mis au basket. Et c'est là où j'ai vraiment commencé le basket, du coup, à l'âge de 13 ans, 14 ans. d'accord, ok. Donc t'as varié de sport. Parce que Vince Carter, c'est aussi lui, j'avais regardé sa détente verticale à lui pour Ouais. la translater à la mienne. Il me disait, bon, bah voilà ce qui est possible, voilà quelle taille tu fais. Est-ce que toi, tu pourrais
comment dire, dunker Hmm. avec ces statistiques-là. Et donc, oui, mais bon, je ne Toi, suis tu pas mesures combien? 1m78, 79, selon quel médecin Ah ouais, me mesure. ouais. Mais ouais, 1m78, 79. Donc, c'est pas. Toi, tu fais quelle taille? 81, moi. D'accord, bon, c'est la même. Je fais 1m80 en Oui, vrai. c'est En vrai, pareil, c'est en pareil. vrai, ma vraie taille, c'est 1m80. Ouais, forcément, tu sais, enfin, bref, c'est la blague. Mais ouais, on veut tous faire 1m80. Mais donc, oui, enfin, je me dis, c'est à 2 centimètres près. Alors, je sais pas quelle envergure je fais par Hmm. rapport à mon bras. Je crois que je suis un peu plus grand. Je crois que mes bras sont un peu plus longs que ma taille, très légèrement. Ou alors, c'est mes mains qui sont grandes, je sais pas. Mais voilà. Et donc, voilà. Et donc, c'est en faisant du basket que tu as voulu ensuite. Enfin, comment dire? Est-ce que c'est cette obsession de dunker qui ensuite t'a donné envie de devenir préparateur physique? Alors, c'est une super question. Alors en fait, c'est dans le sens où moi, j'ai toujours voulu dunker, mais j'ai très vite compris que ben, ça allait être extrêmement compliqué parce que ben, déjà, j'ai eu une poussée de croissance qui était très très tardive. Moi, je commence à grandir à 18-19 ans, mais Hmm. à 15 ans, je faisais 1,60 m. Je ne touchais pas le bas du filet de D'accord. basket. On Oui. parle pas de la planche, de l'arceau, je ne touchais pas le bas du filet. Je sais pas si tu vois Oui. ce que je veux dire. Si, si, C'est ouais. quand même, c'était dramatique, tu vois. Donc, c'est à un moment tu peux rêver, mais quand tu sautes et que tu touches le bas du filet, bah, tu te dis bon, ouais, je vais pas, voilà, je vais pas faire comme Vince Carter, quoi. Ça va être Ouais. compliqué. Donc en gros, non, je me suis pris au jeu du basket. J'ai kiffé le basket. J'ai aimé jouer, j'ai aimé apprendre. Même si dans ma tête, bah voilà, moi, j'ai commencé à la base pour le dunk. Donc je faisais quand même pas mal de sessions sur des petits paniers. Donc je me souviens quand je terminais le lycée, je faisais quasiment 1 heure de marche pour aller de l'autre bout de ma ville où il y avait Hmm. un petit panier qui était tu sais, à 2,20 m, 2,30 m. Ouais. Et je m'amusais entre les 2-3 heures où tu pouvais manger et tu n'avais pas un cours derrière. Je m'amusais à partir là-bas, dunker pendant 1 heure avec ma balle et revenir complètement en transpiration au lycée, etc. Donc ouais, ouais, c'est des belles années. Donc ouais, je me suis un peu perdu dans ta question. C'était Pourquoi est-ce que c'est l'obsession du dunk qui t'a donné envie de t'orienter vers la préparation physique pro? Est-ce que c'est parti de là? Alors, moi, faut savoir que donc même si j'ai commencé le basket à 14 ans, à 17 ans, 18 ans, j'étais en pré-national et comme tous les gens qui peut-être ont commencé à jouer au basket, ont démarré le basket, mon rêve c'était de devenir professionnel. Hmm. Donc à 18 ans en pré-national, ben, je me disais ah il y a quand même moyen de faire quelque chose. Je savais que j'allais pas aller en NBA ou je sais pas quoi, mais peut-être devenir joueur, faire une carrière quoi, même si c'est en tant que semi-pro, ben peut-être penser à faire une carrière. Et je me suis vite aperçu quand j'ai commencé à jouer avec les niveaux supérieurs, National 3, etc., que non, ça allait pas être possible, c'était trop compliqué, je commençais trop tard, j'avais pas assez de Hmm. talent. Et moi, les seules choses que j'ai obtenues, c'est des capacités athlétiques parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup charbonné pendant mon adolescence pour justement être explosif, être assez, avoir une masse musculaire, etc. Donc la seule chose que je pouvais apporter sur un terrain de basket, c'était ben, pas mes qualités de shoot, pas mes qualités de passe, c'était courir, sauter, courir, sauter. Et malheureusement, bah, à ma taille, c'est pas assez intéressant pour pouvoir faire une carrière dans le monde professionnel. Donc ça fait qu'à 18 ans, du coup, bah, j'ai dû faire un petit peu un choix entre le basket et les études, donc les études de STAPS. Et Hmm. je suis parti du coup en STAPS faire mon cursus là-bas. Et donc c'est là où j'ai commencé un petit peu à arrêter le basket. Donc comment est-ce que ça s'est passé? J'ai fait mon cursus STAPS. Ensuite je me suis orienté sur un BP parce que j'avais envie de faire également cette formation-là. Ensuite rien à voir, j'ai fait une faculté de langue pour pouvoir vraiment devenir complètement bilingue en anglais. Ouais. Bon, ça m'a servi sans me servir vraiment parce que je suis resté qu'un an. Et ensuite c'est là où j'ai lancé du coup mes premiers coachings, mes premières préparations. Et bah écoute, en fait moi, ce qui m'a orienté sur la préparation physique, c'était dans un premier temps le fait que ben, moi, je me préparais moi-même. J'aimais ça, j'aimais tester des choses sur moi, j'aimais comprendre les processus qui me permettaient de devenir plus explosif, qui me permettaient de devenir plus rapide
Et j'ai été beaucoup dans le coaching sportif à un moment donné. Mhm. Et quand je me suis aperçu que la préparation physique, c'était vraiment très, 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 très large. Tu sais, dans le coaching sportif, on a quand même, bah voilà, on a quand même deux gros objectifs, soit la prise de masse musculaire, soit la perte de masse graisseuse. Mhm. La préparation physique, ça n'a rien à voir. Il Mhm. y a 1 milliard de méthodes, 1 milliard de capacités athlétiques. Il y a des millions de facteurs à prendre en compte, comme la récupération, etc. Et du coup, moi qui étais un peu piégé dans le truc du coaching sportif, où ben, à un moment ben, je m'ennuyais un peu avec ce que je faisais, ben, du coup j'ai commencé un peu à m'informer sur la prépa et j'ai commencé à préparer mes premiers athlètes. Au début, ben, c'était des gens lambda, des étudiants, des gens en amateur. Et petit à petit, je suis monté régional, pré-national, jusqu'à la nationale 3. Et là, jusqu'à du coup ben, l'année dernière, une équipe de National 2 qui m'a fait confiance, avec laquelle ben, on est monté en National 1, on a réussi à monter l'équipe. Et aujourd'hui, ben, j'ai énormément de chance et j'ai travaillé avec des joueurs de Pro B, des joueurs qui ont eu un cursus NBA en équipe de France. Donc je suis hyper heureux de ce petit parcours que j'ai. Mais bon, j'ai encore beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Mais je suis hyper heureux quand même de cette tranche d'âge entre 20 et 26 ans, vraiment passer de tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie à bah, pouvoir peut-être coacher l'élite. Parce que Mhm. moi, je considère que certaines personnes que j'ai pu avoir en prépa, d'ailleurs, je vais partir cet été, normalement, je suis pas trop censé le dire, mais je pars cet été pour préparer un mec qui est très 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 haut aux États-Unis. Donc voilà, je suis assez content et c'est tout ça qui m'a amené sur de la prépa, quoi. D'accord, ok, ça marche. Bah, je suis très content pour toi. C'est cool quand tu trouves ta place un Ouais. peu dans le monde, hein. C'est pas, comment dire, c'est pas donné à tout le monde. Et donc c'est vrai que, alors c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est une question à se poser. Mais est-ce qu'en farfouillant suffisamment, on trouve pas tous un peu notre place si on cherche assez, quoi. Ça, c'est une Ouais. question à se poser. Ouais, c'est clair. J'en sais rien. Donc, comment dire? Donc, tu dis que la préparation, parce que ça va être les questions subsidiaires. Là, on voit un peu ton parcours pour essayer de comprendre un peu d'où tu Mhm. viens et ce que tu as pu expérimenter, bah, que ce soit sur toi ou sur les autres, hein, parce qu'on apprend beaucoup sur les autres aussi, parce qu'ils n'ont Mhm. pas forcément les mêmes demandes que soi-même, je trouve. Et donc, c'est bien parce que tu es aussi obligé parfois de te dire, ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas, et donc il faut que je bachote, que je regarde ce qui existe, ce qu'il y a de nouveau, Mhm. de tester, puis si ça fonctionne pas, etc. Et Mhm. donc je vais m'orienter là-dessus. Alors, toi, tu dissocies euh, l'explosivité et la vitesse pour toi, c'est parce que c'est les deux choses qu'on me demande toujours, sur lesquelles je suis pas du tout spécialisé moi. Et donc, du coup, est-ce que l'explosivité et la vitesse pour toi, c'est deux choses très proches? Parce que c'est pas les mêmes, parce que c'est pas les mêmes mots. Donc ça, c'est la première question. Est-ce que c'est la même chose pour toi, les deux? Et donc, la question subsidiaire, ce sera quelles sont les composantes à développer pour améliorer, on va dire, l'explosivité? Et ou la vitesse, si tu considères que c'est la même chose ou pas. Mhm. Alors, du coup, ça, c'est une des questions, c'est vrai que on me pose, on va dire, le plus souvent sur ça. Alors, il faut savoir que l'explosivité, c'est l'expression de la force et de la vitesse. Donc, l'expression de la force et de la vitesse. C'est-à-dire que sans vitesse, on n'a pas d'explosivité, sans force, on n'en a pas non plus. Donc, la formule, elle est très simple. C'est celle de la puissance. Donc, l'explosivité, ça, c'est un synonyme de puissance. C'est tout simplement la force fois la vitesse générée. Donc effectivement, pour pouvoir travailler la puissance et l'explosivité, il faut avoir un certain développement de la vitesse et de la force en simultané. Et par contre, pour entraîner la vitesse, c'est complètement différent. C'est pas du tout les mêmes méthodes, c'est pas la même manière dont on va programmer et caler des exercices. C'est deux qualités athlétiques qui sont très différentes. Sur le sujet de l'explosivité, le but, en gros, c'est qu'on part d'un point A à un point B. Et le but va être de franchir ces deux points le plus rapidement possible. Euh, Alors, donc ça, du coup, c'est quand le démarrage est statique. oui, ouais, Parce ouais, qu'entre deux points, tu sais, tu pourrais déjà avoir une mm, certaine inertie et essayer de bien maintenir sûr. une vitesse, par Mais, exemple. Donc, ouais. ouais, de partir d'un point zéro où tu as une inertie de zéro,
et ensuite d'arriver au point B le plus rapidement possible C'est ça. en partant de zéro, quoi, c'est ça? C'est ça. Mais entre ces deux points, il y a des phases. Par exemple, la première phase, c'est la phase d'accélération. Ensuite, il y a plein d'autres phases. Il y a plein de phases, en fait. Donc après, ça, c'est de l'athlétisme. Je suis pas du tout spécialisé dans ce domaine-là. Mais il y a plusieurs phases lors d'une course. Donc la première, la phase d'accélération. Donc voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte quand on parle de l'explosivité, quand on parle de tout ça, ouais. Mm. Voilà. Et donc sur l'explosivité, tu as donc deux facteurs, tu as la force et la vitesse. Mhm. Donc, par exemple, un powerlifter, euh, est-ce qu'un powerlifter qui travaille, lui, sa composante force à l'extrême, Mhm. sera quand même quelqu'un d'explosif parce que l'une des composantes aura... Ou est-ce qu'il faut absolument inclure une portion de vitesse pour un powerlifter pour être explosif? Voilà. Et donc si... Pardon, vas-y, je te laisse déjà répondre à cette question, Ouais. ça va partir en Ouais. infini, tu vois. Non, il Sinon, n'y a, ouais. y a- y a pas de souci. Alors, ce que tu peux remarquer, c'est qu'on a souvent vu sur les réseaux sociaux beaucoup de vidéos de powerlifters, très souvent les Chinois qui s'entraînent beaucoup avec du jump box, qui sautent à des hauteurs, mais de malade. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est truqué, c'est de l'IA. Et non, non, c'est vraiment ça. Donc encore autre chose, c'est que l'explosivité, c'est en corrélation directe avec la détente verticale. Pareil, la détente verticale, c'est l'expression de la puissance et de l'explosivité. Donc oui, effectivement, les powerlifters, les gens qui ont des niveaux de force énormes, ont très souvent une détente verticale qui est très très bonne et une explosivité qui est assez conséquente. On a vu par exemple Christopher Bumstead là, qui a fait un Mmh. test de détente qui est énormissime. Le gars fait 120 kilos. Enfin, tu te demandes, mais c'est pas possible. Normalement, en CMJ comme il l'a fait, avoir 75 cm, c'est énormissime. Ou 80, je crois qu'il avait. C'est réservé à peu de monde. Il faut s'entraîner pour avoir ça. Et en l'occurrence, voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tes niveaux de force sont élevés, plus ça va être intéressant pour que tu puisses développer de l'explosivité. Mais la force en elle-même uniquement ne peut pas t'amener à un certain niveau d'explosivité ou de détente verticale que souhaité. Il va falloir que tu entraînes ces composantes-là. Donc, c'est des composantes qui sont encore différentes. Maintenant, on va prendre la coordination, on va prendre la vitesse, on va prendre plein de choses dans tout ce spectre-là, tu vois. Mais oui, effectivement, il y a une corrélation directe entre la force et l'explosivité, ça c'est sûr, ouais. D'accord. Et c'est pas juste un rapport avec le poids qui pourrait faire les gars? Enfin, c'est-à-dire que enfin, j'imagine que si plus t'es fort et plus t'es léger, plus tu peux avoir Exactement, exactement. Ben ça, c'est tout le principe de la détente verticale. Et c'est pour ça que dès lors que moi je prends quelqu'un en préparation physique ou qu'on me donne les données de poids, il y a une expression en anglais bon, qui est un peu crue, mais qui résume l'ensemble de la pensée de la détente verticale, c'est the fat don't fly. Et c'est exactement ça. Si Hmm. tu as de la masse graisseuse, tu pourras pas sauter. Et c'est normal. Est-ce que tu as déjà essayé de sauter avec deux haltères de 5 kilos dans tes bras? Mais tu sautes beaucoup moins haut. Eh ben, Hmm. c'est le même principe. Si tu veux sauter haut, perds tes 10 kilos qui sont dans ton corps et Hmm. tu verras ensuite, tu vas décoller. Et dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les sauts, c'est quelque chose d'extrêmement impactant sur les articulations, que ce soit sur les chevilles, les genoux, les hanches. Et forcément, plus on optimise ce paramètre-là de poids, ben, moins on met de contraintes sur les articulations. Et on le sait tous, dès lors qu'on essaie de développer l'explosivité, ben, c'est le premier facteur d'arrêt de développement, c'est la blessure. C'est la blessure. Tout le monde se Hmm. blesse. Donc c'est un paramètre qui est hyper important à prendre en compte. Donc effectivement, moi j'ai beaucoup de préparation même actuellement où les mecs me contactent et me disent voilà moi Angel j'ai cet objectif, je veux dunker etc. Ben, la première question c'est toujours c'est quoi ta taille, c'est quoi ton poids. Et moi je suis complètement franc avec eux. Si tu veux qu'on ait atteint ton objectif, la première chose qu'on va faire c'est dans un premier temps renforcer tes articulations et en même temps créer un déficit calorique pour qu'on puisse justement bah, baisser ton poids de corps. Parce que là, on ne peut pas aller chercher du dunk. Parce que dans tous les cas, même si on arrive à développer des qualités d'explosivité et de détente, tu vas te blesser. Parce que c'est trop impactant sur tes genoux. Que ce soit court, moyen, long terme. Donc ça sert à rien. Autant qu'on fasse d'abord cette phase-là et ensuite qu'on passe sur une phase de progressivité des capacités athlétiques. D'accord. Et le renfort, parce que du coup, on va pas t'enlever comment dire, des clients futurs, mais c'est global parce que c'est toujours personnalisé une préparation. Mais pour renforcer une articulation, tu la renforces globalement, genre comme Ouais. genre squat, fente, leg curl, Alors, leg extension, etc. Ou est-ce qu'il y a des préparations spécifiques justement on, pour pour comment dire, réduire les impacts que peuvent avoir les sauts
et Ouais. les réceptions, je suppose. Ouais, alors du coup, pour répondre à ta question, dans un premier temps, en fait, on fait une espèce d'évaluation articulaire de la personne. Est-ce que tu as des douleurs dans ces angles-là, dans ce travail-là, dans cet exercice-là? Oui, non. Quelles sont tes amplitudes? Est-ce que tu peux faire un squat profond sans avoir de douleur? Une fente profonde sans avoir de douleur? Oui, non. Ou si tu as des douleurs, où est-ce que c'est situé? Patellaire, quadricipital? Peut-être ménisque, on ne sait pas. Dans un premier temps, il faut faire une évaluation de tout ça. Ensuite, une fois qu'on est fixé, qu'on sait les axes de travail, donc oui, on va venir bétonner, entre guillemets, l'articulation, et ça va venir avec beaucoup d'entraînements qui vont contenir de la décélération, de l'absorption, de la restitution, de la tension également, de la production de force avec de la tension élastique, typiquement. Donc après, là, on entre vraiment dans les exercices un peu de kiné, de réhabilitation, donc tout ce qui est TKE band squat, Spanish squat, voilà, tout ce genre d'exercice, beaucoup d'iso également au niveau des genoux. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les articulations, on parle pas que d'un complexe musculaire, il y a un complexe aussi qui est tissulaire, qui est structurel dans chaque articulation et qui doit être entraîné de plusieurs manières. Typiquement, on me dit souvent, ouais, mais moi, pour renforcer mes articulations, je fais de l'iso au leg extension. Oui, c'est bien, c'est super, c'est la première étape. Mais il n'y a pas que ça. Et tu vas vite te rendre compte que si tu fais pas justement du renforcement tissulaire, vraiment où tu engages du coup une certaine fonctionnalité des mouvements lors de ton renforcement, le problème c'est que tu vas pas renforcer grand chose. Donc typiquement, on utilise des six squats, ce genre de choses, vraiment où on est en mouvement. C'est aussi ça, tu vois. C'est, comment dire, tu utilises à peu près la même batterie comment dire, de tensions différentes. Donc, c'est-à-dire que je suppose que, alors, théoriquement, hein, donc je suppose qu'il doit y avoir donc de l'isométrie comme tu l'as dit. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'isométrie, vous êtes sous tension à un angle donné. Donc, par exemple, quand on vous punissait, on vous disait de faire la chaise contre un mur, c'est de l'isométrie. Euh, vous, euh, je sais pas, vous poussez contre un truc qui bouge pas. La tension, vous bougez pas, mais il y a quand même de la tension musculaire, c'est de l'isométrie. Isométrie, donc travail avec élastique, donc ça veut dire, imaginons tu mets un squat autour de ton cou et sous des pieds, et tu fais des squats avec une tension différente, c'est ça? Pour suivre en fait la contraction musculaire, de ce genre de truc? Alors ça va plus être frontal, je te dirais, pas de haut en bas, plus frontal. D'accord. Donc généralement on a beaucoup d'exercices avec des élastiques qui sont au niveau du genou. Donc l'élastique va venir aller chercher derrière le genou et très souvent voilà, on peut faire du TKE partial squat, on peut faire plein de choses, on peut faire du Spanish squat. Le but de tout ça du coup c'est de mettre en tension les structures articulaires et également de fournir un mouvement. D'accord, en fait, parce que moi j'ai lu un bouquin qui s'appelle Becoming a Supple Leopard de Kelly Starrett, je sais pas si ça dit quelque chose. Et Non. non, bon, mais en fait dedans il appelle ça de la distraction. Donc en fait, quand on a mal à une articulation dedans, il parle de, par exemple, si, imaginons que tu fasses une fente, voilà, tu fais une fente et en fait sur ton genou, tu crées une tension qui est soit latérale, soit soit frontale soit vers la... Enfin, tu vois, et donc en fait, tu changes un peu l'angle de tension pour que bah, tes structures bougent un peu. C'est ce genre de Ouais. choses, quand tu parles de tension élastique, en fait, plutôt que Ouais. de travailler avec comment dire, une tension qui augmente ou une accélération Ouais. d'exercice. D'accord, ok. Ouais, c'est ça, et surtout que les articulations ne sont pas que extenseurs et fléchisseurs, ils sont aussi rotatifs. Mm. Donc Ah, le genou effectue des rotations à 30 degrés. Et c'est très souvent sur ces positions à 30 degrés qu'on se pète généralement le ménisque, le LCA. Donc il faut également évaluer et renforcer ces angles-là. Sinon, d'accord. Est-ce qu'il y a des... Parce que il y a des... comment dire... tu sais, il y a des gens qui se tu à empêcher certains mouvements, genre, tu sais, le valgus du genou sur certains squats, tu sais, qu'on peut voir chez Klokov mm. ou chez certains haltéros chinois, justement. Tu vois le genou rentrer et après ressortir. Est-ce que c'est des choses que tu bosses ça? Donc, par exemple, un squat partiel avec les genoux qui rentrent pour que les. Ils appelaient ça comment ils s'appelaient ça? Je suivais un truc là ça s'appelait Gymnastic Bodies. Et en fait, c'est des squats où tu touches tes genoux ensemble et tu te relèves, juste pour travailler ces angles un peu. C'est le genre de choses que tu fais en préparation à un programme d'explosivité.
Alors ça, c'est des choses qui sont hyper spécifiques, Hmm. sur lesquelles on peut éventuellement travailler dessus selon les spécificités d'un sport. Je te dis n'importe quoi, je connais rien du tout en bobsleigh, mais Hmm. peut-être que dans le bobsleigh, vu que tu pousses et qu'en fait tu es dans une position où tu as Ah, une rotation de hanche interne, bah peut-être que effectivement avoir potentiellement beaucoup de force sur une position où ta hanche est vers l'intérieur, ça peut être intéressant. Donc alors moi, je peux pas critiquer ce que vont faire les autres vis-à-vis de leur sport. hmm. Typiquement, tu vois, sur les gens qui font du lancer de javelot, on sait que eux ont besoin de rotation et d'une mobilité de la coiffe de rotateur qui est monstrueuse. Hmm. Je crois que j'avais vu quelqu'un, il me semblait, qui faisait je crois que c'était des hang power clean Hmm. ici. Il montait et là il allait chercher, donc il y avait genre 80 kilos sur la barre. Le gars, il allait chercher, hop, les épaules ici et il remontait comme ça. Hmm. Donc, n'importe quelle personne va te dire, mais il faut surtout pas faire ce mouvement. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais en fait, le gars, il a fait les JO aux Jeux Olympiques de je sais pas quoi. C'est un lanceur de javelot qui a obtenu des médailles. Ouais. Il a une mobilité de la coiffe de rotateur qui est absolument hors norme. Et c'est un des cas où on peut effectivement travailler. Alors, moi, c'est ça que j'ai adoré, tu vois, sur la préparation physique quand j'ai commencé à apprendre, quand j'ai commencé à me mettre un peu dessus, c'est que tout n'est que contexte. C'est jamais blanc ou noir. C'est toujours gris. Il y a toujours un contexte à mettre dedans. Et c'est pour ça que j'évite au maximum possible de dire non, ça faut pas faire, ou oui, ça faut faire. Je pense qu'il y a des manières de bosser. Chacun bosse différemment. Et que personne détient la réelle vérité dans le travail des uns et des autres. Je pense que tout peut être utile. Bon, il y a des choses qui sont quand même voilà, vraiment, vraiment pas ouf, mais voilà. Ça, Hmm. c'est la réponse que je pourrais te donner vis-à-vis des gens qui peuvent bosser comme ça. Moi, en tout cas, effectivement, si on parle de mon propre cas, sur ma manière de travailler, alors, l'humain est profondément imparfait et asymétrique. Donc, typiquement, sur des squats qui sont très très lourds, si je te prends des exemples de dunkers professionnels qui ont des niveaux de force qui sont énormissimes sur du squat, des choses comme du 240, 250 kilos pour des dunkers, hein, tu vois, c'est pas du tout des powerlifters. Euh, donc on mesure un petit peu les intentions de pousser sur un côté du corps et un autre. Il y a des asymétries qui sont totales, quoi. C'est Hmm. genre 70% d'un côté du corps va venir pousser sur ce squat et 30% sur l'autre côté. Et pourtant, bah, il ne se blesse pas, les niveaux de force sont énormes. Et voilà, je pense que l'humain est aussi très asymétrique. Je pense que les valgus, c'est quelque chose qui est quelque chose de naturel. Hmm. Euh, Pourquoi pas renforcer effectivement ces positions-là, surtout si la personne a tendance à avoir de gros valgus, pourquoi pas, ça va dépendre en fait. Ouais, ouais, Dépendre c'est ça. du sport. Ouais, ça marche. Et c'est le. Alors, juste pour le lanceur de javelot, j'avais vu ça. C'était un mec qui faisait des pullovers avec avec un barbell, tu Ouais. sais. C'était 140 kilos. Et en fait, c'était un pullover dynamique avec un tapis en dessous qui rebondit un peu. Et donc, du coup, tu sais, il faisait partir ses bras. Tu sais, boum, ça rebondissait. Et il a ramené comme ça. Bah! Bah! Et. Mais juste. Mais genre, de l'ultra spécifique. Enfin, tu vois quelqu'un Mhm. faire ça à la salle de sport, tu dis, mais c'est un débile mental. Alors Mm, qu'en fait, non, c'était juste un lanceur de javelot ou de lanceur de poids. Je sais, non, ça mm, devait être mm, du mm, javelot parce que le bras était tendu. Mais c'est juste. Enfin, mm, voilà. Et moi, je suis fasciné par la malléabilité, l'adaptabilité et la transformabilité du corps humain aussi. Pour mm, moi, c'est vraiment un truc qui me fascine à un point. J'adore en fait. Ce que j'aime bien avec le coaching, c'est que c'est de l'alchimie. Tu sais, tu transformes par des formules magiques qui sont des programmes d'entraînement, tu sais, du plomb en or, quoi. Enfin, c'est assez fascinant. J'adore ce concept-là. Et c'est un peu de mm, la magie tu sais, de quelqu'un en 12 16 semaines, tu le fais rien courir à finir un marathon. Enfin, bon, c'est un peu mm, court, mais il y a des gens qui font ça, quoi. Et donc, mm, ça me fascine de voir à quel point les transformations sont possibles et magiques pour les gens. Enfin voilà, c'est fascinant. Donc ça, mm, c'est la préparation pour avant en fait d'attaquer le travail. Donc faut voir où se trouvent les problèmes pour essayer de renforcer les gens au maximum, qui perdent le mm, poids qu'ils peuvent pour prévenir en fait, pour pardon, pas pour prévenir, en fait pour optimiser leur progression.
il faut éviter la blessure au maximum. C'est le facteur à éviter au maximum, quoi. C'est le number one. Je le dis à tout le monde à chaque fois. C'est vraiment je suis complètement d'accord avec ça. Mm. Et donc, il faut vraiment essayer de préparer le terrain au maximum. Mais une fois que tu as préparé le terrain, tu commences par quoi? Ou est-ce que c'est encore très individu dépendant? C'est très individu dépendant, très très Hmm. individu dépendant. Ça dépend du sport, ça dépend, ça va dépendre des besoins de la personne, des objectifs de la personne, parce que des fois, ben, l'objectif n'est pas de sauter haut, il est de devenir très explosif latéralement, tu vois, sur de la latéralité comme au basket où on en a besoin pour les pas défensifs. Ça va être peut-être sur de la frontalité, justement. La personne a besoin de plus de vitesse dans la course, dans les espaces. Ça peut être également renforcé globalement sur les impacts. J'ai déjà des joueurs qui m'ont demandé, voilà, moi je suis un poste 5. Moi, mon but, c'est de ne pas subir les impacts lorsque je me fais poster. En fait, ça va vraiment dépendre des objectifs de chaque personne. Ouais. D'accord. Bah, si on part sur la détente verticale, pour être un peu égoïste, donc tu commencerais par quoi en fait? Augmenter la force de la personne? Alors, la première chose que je ferais, c'est une évaluation. D'abord, bah, savoir où on en est. Ouais, Ça logique. peut être pas mal. Donc, généralement, tout le temps, ce que je demande, c'est de m'envoyer des vidéos de mes nouvelles prépas en train de sauter Mhm. pour aller toucher le point le plus haut possible. Donc, à 2 pieds et à 1 pied. Donc, à l'issue de ça, je vois à peu près si déjà la technique de saut est au minimum viable ou pas du tout. Mhm. Parce qu'il y a ça aussi. C'est très bien d'avoir des niveaux de force élevés, il faut savoir sauter aussi. Mhm. Et ensuite, effectivement, on commence la programmation d'entraînement. Alors là encore, ça va être assez contextualisé vis-à-vis de la personne parce que je vais voir un peu les niveaux de force de la personne sur le premier mois. Si les niveaux de force sont très élevés et qu'elle a pas assez de détente verticale, ben c'est pas, ça veut dire que le problème n'est pas au niveau de force. Mhm. En gros, la détente verticale, c'est ça qui est super intéressant, c'est que ouais, c'est un peu comme un. Comment dire? Comme un. Qui est le maillon faible? C'est exactement ça. Qui est le maillon faible, tu vois? Donc, Ouais. en gros, t'as plein de paramètres comme ça. T'as plein de boîtes. Et toi, tu choisis cette boîte-là. Je pense que c'est celle-là. Ah, mais non, c'est pas celle-là. Je pense que c'est celle-là. Ah, mais non, c'est pas celle-là. Ah, mais en fait, c'est celle-ci. Ah, bah ouais, effectivement, on a pris Mhm. 10 cm de détente en développant cette capacité athlétique. Donc, je vais donner mon exemple par rapport à moi. Moi, donc, comme je t'ai dit, j'ai jamais sauté haut de ma vie, mais quand j'étais un peu plus petit. Mais dès lors que j'ai commencé à développer mes niveaux de force, ma détente, elle a explosé sans entraîner le saut, sans entraîner la détente verticale. Moi, ça a vraiment été quelque chose de clé, le niveau de force, ça m'a fait exploser. Et là, tu vois, maintenant que mes niveaux de force sont très élevés et que je me suis blessé et que j'ai perdu énormément de vélocité au niveau de mon mouvement, de ma manière de mouvoir, etc., sur les articulations et tout, ben maintenant, je n'ai plus besoin de développer ma force, elle est déjà suffisamment élevée. Maintenant, c'est quasiment que des entraînements d'explosivité, au poids du corps, avec un petit peu de poids, mais c'est ça qui en ce moment me fait énormément progresser. Donc en fait, ça va dépendre de chaque personne. Donc en Mhm. gros, moi, comment je vais me mettre en préparation physique perso avec la personne, c'est que ben, je vais essayer de voir un petit peu sur tous les paramètres, sur différents types d'entraînement, ce qu'elle peut me produire, là où elle aime s'entraîner également, parce que c'est quelque chose qui est important, c'est un facteur qui est hyper important, la passion de la séance, je trouve. Et derrière, à l'issue effectivement d'un bilan ensemble, ben, on va pointer du coup les axes de là où on va détailler peut-être la prochaine phase d'entraînement pour pouvoir progresser. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'exemple que tu m'as donné, le premier truc que tu testes quand même, c'est les niveaux de force, Ah quelque oui, part. Ouais, pour toi, c'est quand même le facteur presque central. Et si ouais. lui, il est bas, bah, c'est sur lui qu'on va bosser quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, alors je te dirais que ça dépend aussi de certains profils. Tout simplement parce que sache qu'il y a des gens qui ne sont jamais allés en salle de sport et qui ont une détente verticale énormissime. Mmh. Et en fait, tu sais très bien qu'il y a une composition musculaire qui est différente chez chaque personne en termes Ouais. de composition fibreuse, donc de fibres rapides, de fibres lentes. Et il y a des personnes qui ne sont jamais allées en salle et qui en fait ont une composition en fibres rapides qui est énormissime Mmh. et du coup qui ont des 1m10, 1m15 de détente verticale qui ne l'ont jamais bossé. Et donc, typiquement, moi, ça va dépendre si la personne, par exemple, peut sauter à 1 pied ou à 2 pieds,
parce que généralement, c'est deux profils qui sont très très différents. Et la personne à un pied, en gros, ça va souvent être des gens qui sont assez skinny, très peu de masse graisseuse et qui sautent à un pied. Et c'est souvent eux, c'est chez eux que les niveaux de force, on va dire, ont pas besoin d'être énormément développés. Parce qu'ils se basent pas sur la force réellement pour pouvoir sauter quand tu as un pied. Ça se base beaucoup plus sur la vitesse et sur le TTO, le time to take off, tu vois. Alors que les personnes à deux pieds, comme moi, le niveau de force c'est crucial. Parce qu'on passe énormément de temps au sol, donc le TTO est beaucoup plus élevé, et nous, ça va vraiment agir beaucoup plus comme on va absorber et restituer de l'énergie, et c'est un peu comme un ressort, si tu préfères, qui va venir hop et tout d'un seul coup, tu vois. Mm. Alors qu'une personne qui va sauter à un pied, elle va plutôt se servir de l'énergie et l'énergie élastique qu'elle va fournir avec un spring derrière pour la restituer derrière vers de la verticalité. D'accord, donc, Donc, pardon, vas-y. Excuse-moi, je voulais pas te couper. Tu voulais finir non, ta. non, non, c'est bon, c'est Ok, bon, c'est ça bon. marche. Parce que je me rappelle avoir regardé un documentaire, j'étais assez jeune, je crois, et c'était une espèce de lutte en saut en hauteur entre un Suédois qui travaillait énormément, technique, machin et tout, et un jeune, genre de 18-19 ans, je crois, qui avait une détente monumentale, mais assez, comment dire, assez naturellement. Et en fait, c'était genre une année où il suivait un petit peu les préparations des deux. Et c'était ultra intéressant de voir en fait la différence entre les deux. Donc le Suédois, c'était vraiment. Lui, en fait, il courait aussi vite qu'il pouvait. Il, il bloquait limite son pied et sa jambe pour s'en servir comme une espèce tu sais, de trépied comme ça. Enfin, pas de trépied, mais comme un propulseur. Mm. Et il se propulsait en l'air, et genre ultra technique et beaucoup, beaucoup de travail. Et ensuite, tu avais l'autre qui était. En fait, il montrait ses mollets qui étaient extrêmement courts en haut. Enfin, donc, et la composante tendineuse, en fait, qui était absolument gigantesque. Et Mm. donc, je suppose que c'est deux profils génétiques un peu différents. Et donc, en fait, donc à un pied, c'est plutôt des gens qui sont, je suppose, comme le profil 2, donc le mec avec le mollet très court, qui en fait, ils emmagasinent dans cette composante tendineuse comme un énorme élastique que tu mets sous grosse tension après un sprint, Mm. et boing, ça part tout seul, alors que l'autre, il se bloque au sol, et après, avec ce temps sous tension, il travaille sa force pour le propulser. Ok, d'accord. Ok, C'est c'est ça. super intéressant. Ouais. Et sur le premier, je te dirais même que vu qu'il est grand, plus t'es lourd. Donc plus t'es lourd, plus Mmh, t'as un profil de force, plus t'es léger, plus t'as un profil de vitesse. Donc mmh, il y a un petit peu ça aussi. Après, ce qu'il faut savoir, et c'est là encore, c'est un truc qui est encore compliqué à comprendre, c'est que c'est très rare d'avoir des profils uniquement force, mmh. uniquement vitesse. Très souvent, on a des hybrides à dominante. Donc très souvent, tu as les deux, mais en fait, tu as une préférence, une dominance pour quelque chose. D'accord, ok, ça roule. Et d'accord. Alors, donc, la composante force, on sait la travailler, mais la composante vitesse, du coup, dans l'équation de puissance, parce que la force suppose que tu mets du lourd et tu fais travailler les gens dans des angles spécifiques, j'imagine, de travail, etc. Mais en gros, c'est comment tu arrives à surpasser une contrainte qu'on te met, quoi, je suppose. Mais là, c'est vrai que la vitesse dans ce travail spécifique, on va rester sur la détente verticale, comme ça on a un axe de travail plus. C'est bien de se mettre des restrictions pour mieux comprendre les choses. Mhm. Donc dans la détente verticale, euh, comment tu travailles la vitesse dans le contexte de l'amélioration de la détente verticale du coup? Alors, la vitesse, ça se travaille donc très souvent au poids du corps, déjà de une, ou Ok. alors avec des charges vraiment assez légères. Et l'expression de la vitesse, il se fait toujours par l'intention. Donc, c'est un paramètre qui est crucial. En fait, tu vas avoir des paramètres différents selon chaque capacité athlétique. La force, ça va être la charge, typiquement, ou la vélocité. Et ben la vitesse, ça va être l'intention et l'intensité que tu vas y mettre. Et quand je te parle d'intention, en gros, il faut que tu arrives à effectuer le plus rapidement possible l'exercice qu'on va te demander. Et typiquement, c'est là où on va pouvoir caler des sprints. Donc sur les sprints, on a l'intention qui va se mettre en place et l'expression de l'intention, ça va être le chrono. Si je te demande de faire Hum, un 20 mètres typiquement en temps de secondes, si tu me fais moins
lors de ta deuxième course, c'est que l'intention était moins bonne. Et le but, ça va justement être, lors des entraînements de vitesse, d'avoir du coup un chrono qui va être diminué, qui va s'améliorer au fur et à mesure. Et le but, c'est toujours de faire de l'intention. Donc, typiquement, si je prends un exercice qui est le drop jump, en gros, tu es sur une petite hauteur et le but, c'est que tu te laisses tomber vers l'avant et dès que tes pieds touchent le sol, tu dois exploser vers le haut. Donc le but, c'est pas d'aller chercher de la verticalité, c'est de réduire le TTO, le time to take off. Donc c'est de réduire vraiment lorsque tes pieds touchent le sol, pouf pouf, directement. Et ben ça se calcule. Du coup, ça s'appelle ça s'appelle le RSI. Et le but, ça va être du coup de minimiser ce RSI au maximum possible. D'accord, ok. C'est intéressant parce que je... Ok, donc c'est... comment dire? C'est presque... C'est quoi? C'est un travail de recrutement nerveux, de Mhm. réflexe, Ouais, de c'est ça. Mais réflexe la nerveux? vitesse, c'est ça. La vitesse, c'est même le mot en lui-même. Et la vitesse, c'est quoi? Ben, en fait, c'est la vitesse de l'information qui t'est envoyée dans un premier temps depuis le cerveau, qui ensuite va aller dans la colonne pour retrouver les motoneurones, qui derrière va aller dans une contraction musculaire ou dans un relâchement, et qui ensuite va être réenvoyée au cerveau. C'est la vitesse, c'est l'expression même de la vitesse mécaniquement, anatomiquement, si tu préfères. Parce que, alors du coup, ça me fait me poser une question, parce que en quoi est-ce que le, en quoi est-ce que le TTO est important pour sauter haut, par exemple? Parce que je vois pas en quoi le fait de que le quand le pied touche le sol, pourquoi est-ce que le fait que entre le moment où il y a l'impact au sol et le moment où ça part vers le haut, pourquoi est-ce que le fait que ce moment soit court est super important pour que ça transmette autant de verticalité que possible? Parce que tu emmagasines du coup de l'énergie que tu as produit juste avant. C'est tout le principe de l'absorption-restitution dans le saut. Donc sinon par exemple, bah, nous on pourrait avoir la même détente verticale lorsque on saute pas, lorsque on prend aucune course, lorsqu'on reste statique, Mm. et dès lors qu'on prend une course, on saute plus haut. Tout simplement parce que l'énergie qu'on va venir emmagasiner juste avant, elle va pouvoir se restituer derrière. C'est exactement le même principe qu'un élastique, plutôt qu'un ressort, et Mm. c'est le rôle des tendons d'Achille de faire ça justement. D'accord. Donc en fait, c'est le. Ok. C'est comme. Donc, alors, on va prendre l'exemple du saut à la perche. Tu vois, Mhm. d'imaginer qu'en fait, la perche, c'est ta jambe. Donc, les gens, ils courent très très vite. Ils arrivent avec la perche. Et l'idée, c'est qu'ils transfèrent l'énergie de leur course à pied dans l'énergie qu'il y a dans la perche qui leur Mhm. permet de se propulser plus haut. C'est ça en C'est gros? ça. C'est D'accord. ça. Alors, mais donc, mais ok. Parce que, comment dire? Bah, parce que là, j'imagine qu'au début, les perches, c'était des bâtons ultra rigides. Et que donc, au fur et à mesure du temps, ils se sont rendus compte qu'en fait, l'énergie emmagasinée dans la perche. Bon, Mhm. après, peut-être que le corps humain, c'est différent. Donc, en fait, l'idée, c'est que le corps humain, de toute façon, il se plie, c'est ça? Quand tu arrives et que tu as cet impact avant de partir vers le haut, donc il est comme cette perche, il se plie. C'est juste qu'il faut que ça restitue autant que possible. D'accord, ok. Il faut que ça restitue. Alors, je te dirais qu'il se plie pas. Justement, il se bloque, il devient très rigide. Ouais. Tu regarderas les sauteurs en hauteur, par exemple. Mhm. Donc, lorsque ils amènent le bloc foot, c'est le dernier pas qui va venir balancer ce saut vers la verticale. Et en Mhm. fait, tu peux voir que la jambe, elle est droite, elle est complètement droite. En gros, si tu préfères anatomiquement, on est extrêmement droit lorsqu'on saute, mais à l'intérieur de ce qui se passe, donc musculairement, tendineusement, en fait, il y a une contraction et un relâchement qui se produit. C'est et D'accord. c'est ça qui est hyper intéressant, tu vois. Le tendon d'Achille, lorsque tu sautes, donc en fait, il va venir se relâcher, ensuite il va se contracter, relâcher. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans ces phases de saut. Donc tu as plusieurs phases dans le saut, et donc tu as la phase de contraction, d'amortissement et de relâchement. D'accord, ok, ça marche. Donc je continue à farfouiller parce que donc la jambe est super droite et donc en fait en fait la force musculaire sert à transférer autant d'énergie dans tes tendons que possible en quelque sorte, comme si la jambe devait absolument être le muscle est là pour tout rigidifier au maximum et que ça se Ouais, transfère ensuite au tendon en quelque sorte. c'est un peu ça, c'est un peu ça. En gros, toutes les structures, elles agissent en synergie pour justement pouvoir
se servir de la force, de la force, mais aussi de la vitesse que tu as générée. Donc toutes les composantes que tu as générées avant sur ta course et vont pouvoir justement être transférées grâce à ton corps, grâce non seulement aux structures musculaires, tendineuses, voilà, tout qui permet justement d'aller chercher vers le haut. Par exemple, un sauteur à un pied, si tu veux voir du dunk, un Hum, sauteur à un pied, ça saute toujours droit, très très droit. La jambe, elle arrive complètement droite au sol pour ensuite pouvoir exploser, tu vois. hum. Et le sauteur à deux, du coup, lui, pas exactement ça, c'est une légère Alors, flexion et. le sauteur à deux, en fait, il y a une des deux jambes qui est complètement droite. Donc, en gros, le block foot, en fait, quand tu es sauteur à deux pieds, c'est assez différent parce que quand tu sautes à deux pieds, ton but, c'est de diminuer ton centre de gravité. Donc, avec une hanche qui va partir vers l'avant, le but, en gros, ça va être d'envoyer un block foot qui va être hyper droit et derrière, l'autre jambe va avoir une flexion et c'est cette jambe-là qui va venir faire cet effet ressort. C'est encore assez différent. Le saut à deux pieds et à un pied, c'est pas du tout pareil. D'accord. En fait, c'est là où tu te rends compte un truc qui paraît. Parce que de l'extérieur, tu te dis, bon, bah, si je suis plus fort et je vais plus vite, je vais sauter plus haut. Et en fait, là, Mm, tu es en train de, c'est de décrire un truc, tu sais, mm. comment dire, c'est toujours l'iceberg dans tous les Ouais, c'est ça. domaines. Tu vois les 10% qui dépassent force et vitesse. Ouais, et après, Ouais, c'est ça. t'as tout le. C'est ça. Et moi, c'est ça qui me passionne, tu vois. C'est Ouais. c'est pour ça que bah, j'aimerais. Tu sais, j'ai entre guillemets cette chance. C'est que je pense être, en tout cas, sans. Voilà. Mais je pense être un peu en France, un des seuls mecs vraiment barjots sur ça, tu vois. Mmh. Donc, il y en a aux États-Unis. Souvent, c'est des dunkers professionnels qui sont passionnés par ça. Bah, je pense être un des premiers, en tout cas, aussi en France, à vouloir vraiment créer un truc. Où voilà, tu vois, c'est exactement ce que tu dis. Si tu veux sauter plus haut, il n'y a pas que la force, il n'y a pas que la vitesse. Il n'y a pas que l'élastique, il y a plein de choses que tu dois comprendre. Et moi, mon but, c'est aussi, à travers les réseaux, à travers les créations que je fais et tout, mais c'est de partager ça, tu vois. Donc ouais, j'aimerais bien arriver un peu à faire comprendre aux gens que ouais, il y a tout un monde, et surtout que la détente verticale, c'est malheureux parce que vu qu'on n'a pas justement une énorme expertise sur ça, bah, du coup, la majorité des contenus, c'est fais ces deux exercices, tu veux sauter plus haut. Ouais, C'est mais le, non, ça marche pas du tout comme ça. c'est, Tu vois? c'est l'avantage en fait de ces. Parce que c'est bien. J'aime bien l'aspect vulgarisation des connaissances sur les réseaux. Et Hmm. c'est pour ça que je commence vraiment à essayer de faire autant de ces formats longs que possible pour aller justement prendre un sujet et aller le farfouiller profondément, enfin aussi Hmm. profondément que mon cerveau arrive à suivre en tout cas. Hmm. Parce que je crois que c'est important aussi de voir, euh, qu'il y a toujours de la nuance. C'est-à-dire que tous les gens que j'ai invités pour l'instant avaient toujours cet aspect, donc je suis content. De toute façon, je pense que les autres, je les inviterai pas, mais cet aspect nuancé par rapport aux différentes choses. Ouais. Non, parce que si tu es incapable de nuance, c'est que bah, je pense que tu fais mal ton métier. Enfin, là, en tout cas, Hmm. tu sais, dans ce truc-là, de comprendre que, il y a des. Il y a tout. C'est pas tous les chemins mènent à Rome, mais tu peux arriver à un truc via différents stratagèmes. Si on te dit, voici la méthode. Hmm. La quoi? La méthode. Ouais, non, il n'y a pas. Enfin, Hmm. non, je ne suis pas d'accord avec toi. Hmm. Et je trouve ça, ouais, je trouve ça cool. Et donc, est-ce que, ça c'est un autre truc, parce que la force d'un côté ça se travaille, la vitesse de l'autre côté ça se travaille, donc je suppose que les deux se travaillent en même temps aussi. Mhm. C'est-à-dire Ouais. qu'il faut arriver à connecter les choses en même temps. Mhm. Et alors, est-ce que dans un plan, bon, je suppose que tu vas me dire que ça dépend, c'est la réponse habituelle, mais imaginons. Est-ce que tu fais un travail plutôt séquentiel en général, genre force, puis vitesse, puis force-vitesse, en cycle de travail, ou est-ce que tu essaies de tout travailler en même temps sur un même cycle j'imagine que ça dépend, mais si tu as. Enfin voilà, de savoir comment ça se travaille un peu tout ça. Bon alors, sans te dire que ça dépend, je te dirais que je pencherai plus quand même, en tout cas moi sur la manière dont je travaille, j'aime bien me focaliser sur une chose à la fois. Je Mm. trouve ça pertinent dans le cadre de la prépa physique. Très souvent on veut tout faire en même temps et c'est là où on fait rien. Donc moi j'aime bien justement me concentrer sur peut-être une ou deux capacités. Très souvent ça va être la mobilité plus quelque chose, mobilité plus force, mobilité plus explosivité, mobilité plus euh, vitesse. Et j'ai des grosses dominantes dans mes programmes, ouais. Des grosses dominantes qui peuvent complètement changer. Donc, je travaille beaucoup avec de l'oscillation. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le volume, l'intensité, etc., va venir monter, puis baisser, puis monter, puis baisser. Donc, on travaille beaucoup
beaucoup comme ça en préparation physique, ça permet de mieux gérer le volume. C'est jamais linéaire en fait, on travaille jamais quasiment comme ça. Après, il y en a d'autres qui le font, moi très peu. Euh, mais ouais, je me concentre plutôt sur quelque chose à la fois, et souvent sur de la mobilité. Parce que la mobilité, il faut pas se mentir, c'est une des choses que personne ne fait et qui est pourtant cruciale pour la performance. Hum. Alors, bah oui, parce qu'en fait, là, tu l'as inclus à chacun des éléments dont tu parlais là à l'instant, quoi. T'as dit mobilité, explosivité, Mm. mobilité, vitesse, Ah ouais, ouais, mobilité, moi travail c'est combiné. c'est obligatoire. C'est Ouais, obligatoire d'accord. parce que personne le bosse et pourtant c'est quelque chose de tellement important quoi. Ce qui est intéressant, c'est que bah, je suppose que, comme on l'a un peu décortiqué là, la grosse composante majeure, enfin, c'est réducteur ce que je dis, mais la grosse composante majeure quand même pour l'explosivité, détente verticale et même bah, vitesse, je dirais, là, on dirait que c'est quand même le tendon. Le tendon et le ligament, que c'est Mm. le truc. Et donc je suppose que l'oscillation, c'est peut-être pas mal aussi pour absorber en fait, donner autant pour le tendon qui est assez mal irrigué. Ça, on peut en parler. Je sais pas si c'est un truc je suppose que tu as farfouillé ça aussi. Mais comme c'est assez mal, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, les muscles, là, il y a plein de sang dedans. Donc quand on se fait, quand on charbonne, on se fait des courbatures, on, pas on casse, quand on irrite un peu son muscle, bah comment dire, la récupération de ces stress est quand même plus rapide que pour un tendon parce qu'il y a du sang dedans. Et donc on apporte des nutriments, on apporte ce qu'il faut pour que ça récupère. Alors que le tendon, lui, il est plus passif. Et donc en fait, l'absorption se fait par capillarisation. Et donc ça, je suppose que c'est un travail de... Donc ça, j'imagine que tu dois le mettre en place aussi. Non, le travail de récupération tendineuse, je passe à la fin, pendant ces périodes de récup un peu. Alors, du coup, c'est tout l'intérêt, tu vois, des programmations oscillatoires. C'est principalement la gestion justement de ça. Donc, Mm. comme tu le dis très bien, le tendon en fait a une capacité de récupération qui est beaucoup plus lente que la masse musculaire et très souvent qui est aux alentours des 72 heures, on va dire, après des grosses séances. Donc, c'est-à-dire 3 jours, c'est énorme, c'est une moitié de semaine pour récupérer. Mais effectivement, c'est le cas et il faut mettre des stratégies en place. Donc c'est pour ça que ouais, c'est quelque chose qui est hyper important à prendre en compte. Donc un peu moins, je te dirais, chez certains profils qui récupèrent très rapidement. Ça va dépendre de la personne. Mais oui, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc c'est pour ça que dans la prépa, je fais toujours de la gestion de planning. C'est hyper important. En gros, très souvent, si je te programme par exemple une séance de pliométrie intensive ou d'explosivité, de puissance avec du contraste, etc. Par exemple, si cette séance est le lundi, tu peux être sûr que les 2 prochains jours, tu ne feras pas de plio. Mm. Donc le mardi, mercredi, tu feras d'autres séances, la mobilité, du renforcement. Et la prochaine séance qui va mobiliser justement tout cet aspect tendineux, ça sera plutôt le jeudi, tu vois. Donc on a une grosse pause avant de pouvoir refaire ça. Mais malgré ça, il faut tout de même gérer le volume global pour pouvoir éviter les blessures. Après, ce qu'il faut Pardon. comprendre, c'est que la blessure, elle fait partie du processus lorsqu'on souhaite développer l'explosivité. Bien sûr, blessure minime, mais elle fait partie quand même de la chose. Donc que ce soit par de la contracture, par de la gêne, c'est des choses qu'on ressent, surtout sur du développement de ces capacités-là, parce que le corps, il est mis à une certaine limite. C'est ça qu'il faut comprendre dans l'expression de l'explosivité. Parce que quand on demande un effort avec une intention maximale, une Mm. intensité maximale, on va à la limite en fait de ce que peut produire le corps. Et très souvent, on frôle justement ce petit truc-là avec la zone du coup de blessure. Mm. Donc ça arrive très souvent qu'on atteigne cette zone-là. Et dès lors qu'on atteint cette zone-là, il y a des stratégies à mettre en place de récupération, etc., d'hydratation, de sommeil, qui sont importantes. Mais ça fait partie du processus. Même J'allais là, dire. si tu veux, si tu Ouais. préfères, moi aussi, là, je reviens d'une grosse blessure au ménisque qui a été horrible, qui a duré quasiment 1 an de réhabilitation. Et même là, tu vois, je recommence à reprendre ma détente verticale. Et hier, j'ai fait un entraînement avec de la plio, même pas intensive et extensive, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai hyper mal sur le tendon quadricipital. Mm. Mais je sais que c'est partie du processus. Il faut juste, Mm. faut pas tomber justement dans ce truc de ah, j'ai mal, donc je me suis reblessé, j'arrête tout. Non, il faut savoir gérer la chose et derrière se remettre au boulot. Ouais, ouais, mais c'est vrai que, en fait, c'est quand même comme tu as dit, c'est un effort maximal. Enfin, c'est un effort maximal. C'est comme si,
j'exagère un peu, mais c'est comme faire un RM deux fois dans la semaine. Donc t'es là, genre, ah oui, quand même. Donc c'est normal que quand tu frôles tes limites tout le temps, c'est comme les gens qui disent 100% tout le temps. Je suis là, genre, bah, non, vous n'êtes pas à 100% tout le temps. C'est pas possible. Sinon, parce que 100%, c'est là où ça pète, en fait. C'est Bref. ça, exactement. Donc en fait, C'est là où ça pète, donc c'est 99,9999999 si vous voulez, ouais, mais 100%, non, les gars, c'est ça. c'est pas là où il faut aller. C'est Donc c'est, ouais, et donc ouais, c'est intéressant comme. Alors, donc là, on a vu force vitesse, parce que après, que j'étais en train de me dire, bah, comment est-ce que tu programmes les choses, mais en fait, il y a tellement de composantes et c'est tellement individualisable que ça va être compliqué en fait t'as un espèce de pas un modèle mais un genre de patron global que tu as dans la tête. Moi par exemple quand j'ai des nouvelles personnes je sais que globalement va y avoir du squat ou une forme de squat, des pompes ou une forme de pompe, une traction ou une forme de traction et des abdos ou une forme enfin, de gainage ou d'abdos quoi. Et Hmm. ensuite ça se spécifie. Est-ce que tu as ce genre de trame un peu pour un travail d'explosivité Ouais, sur une semaine? en gros, tu as une trame générale qui va être... Bon, si je prends vraiment un client assez lambda, voilà, mon objectif, c'est de gagner de la détente verticale. Le mec est pas blessé, il est assez jeune, on va dire 24 ans. Il touche l'arceau, il veut développer son explosivité. Ok. Je pense que je partirai entre 4 et 5 entraînements, tu vois, par semaine. Globalement, j'aurai un entraînement de force générale, force générale avec peut-être du semi-altéro, c'est un outil qui est intéressant. Si il est capable d'en faire, je partirai sur un entraînement de mobilité, un entraînement de pliométrie extensive et intensive, un entraînement de renforcement, je pense bas du corps ou haut du corps, et un entraînement de gestion de la charge au niveau des genoux, un petit peu de décélération, d'absorption, justement de mise en tension du genou pour veiller à ce que bah, tout se passe bien au niveau des articulations. Pareil pour les chevilles, tu vois, mise en tension des chevilles, voilà. Je partirais... Généralement, c'est un peu le patron général que je peux avoir. Après, bah, des fois, on supprime complètement le renfort parce que le gars, c'est déjà une bête, il n'a pas besoin que je le renforce. Ouais. Des fois, bah, on supprime la mobilité parce que le mec m'annonce que ça fait 3 ans qu'il a de la mobilité, il fait grand écart facial, enfin voilà, il a un Mm. squat profond à 120 kilos, voilà, je vais rien lui apporter, tu vois. Mm. On supprime la mobilité, on se concentre sur autre chose. Voilà, c'est un peu le patron général dont je peux, voilà, où je crée mes programmations. Après, tu as plein de manières de bosser, tu as plein Mm. voilà, tu vois, il y a plein de manières de faire. Euh, je pense que un paramètre, tu vois, qui est très sous-coté, à mon avis, à mon sens, dans la création de programmes, c'est le fun que prennent Mm. les gens. Ouais. Et je trouve que c'est aussi quelque chose que très peu de personnes, très peu de prépa, très peu de coachs mettent, tu vois, prennent en compte. Mais moi, je trouve que c'est hyper important que ton client, bah, il se dise, putain, je me suis régalé sur cette séance, j'ai hâte de la faire, j'ai hâte qu'on Mm. soit la semaine prochaine pour que je puisse la refaire. Ouais. Et ça, mine de rien, c'est un facteur de performance. Bah C'est ouais, hyper clairement. important. Quand Mm. un gars traîne des pieds et fait la gueule, ah putain, c'est le jour de jambes. Je sais je sais que lui, dans ses progs, j'ai 8 séries de Bulgarian Split Squat. Tu Mm. vois, honnêtement, voilà, tu vois. Je pense que c'est Ouais. aussi un truc assez important à Bah, penser. ce que je disais tout à l'heure sur tous les chemins mènent à Rome, c'est que bah, bon, bah, s'il aime pas du tout les Bulgarian Split Squat, on peut toujours mettre autre chose à la place. C'est-à-dire que Mm. bah, est-ce qu'on peut trouver un exercice que lui, ça le dérangerait pas, ou même qu'il aimerait faire, tu vois, Mm. plutôt qu'un truc qu'il déteste faire et qui apporte, allez, disons 85% du même résultat pour un exercice qu'il adorerait faire. Et donc, en fait, la multiplication aimer fois 85%, bah, il va en faire plus et donc il dépassera ce qu'il aurait fait s'il détestait C'est faire ce ça. qu'il sait, quoi. Exactement, tu vois. Ça, c'est Mm, un truc, c'est dommage parce que je l'ai appris avec beaucoup d'expérience. mm. Mais moi, quand j'étais typiquement au début de quand j'avais démarré la salle et tout, et tu sais, on a toujours le mec, on a toujours un Gus dans une salle, tu sais, qui est énorme, qui donne des conseils à tout le monde et tout, tu Je vois. pense que c'est le Et même dans toutes les salles. ouais, c'est le même dans Il, toutes les salles, tu il vois. tourne, il est immortel, il fait le tour de toutes les salles depuis la nuit des C'est temps, c'est le ça, même. C'est c'est Michel. ça. Il a Ouais. toujours un stringer avec le dos comme ça. Mm. Enfin voilà, tu vois. J'ai toujours eu l'habitude qu'on me dise, si t'aimes pas cet exercice, ça veut dire qu'il faut que tu le fasses. C'est genre,
Bah non, j'aime pas cet exo, je vais pas le faire, tu vois. Non. Bah, Et c'est dommage, cette pensée de justement, tu sais, ce truc de. Après, ça va un peu dans la vibe des temps modernes. Ça doit être dur, tout doit être dur. ouais, Si tu cours pas que 10 km en dessous de 40 minutes, t'es une merde, tu vois. Et c'est ouais, dommage, c'est trop dommage, parce qu'il y a toute cette vibe-là de souffrir pour justement avancer. Mais c'est tout l'inverse. En réalité, tu dois kiffer ce que tu fais. Si tu kiffes pas ce que tu fais, c'est pas bon, que ce soit dans ta vie, dans tes entraînements, dans un peu tout, tu dois être hype, tu vois. Mmh. C'est moi, c'est ça que je veux. Ouais, alors je pense que c'est un bon outil au début d'apprendre à surpasser son envie de pas faire. C'est-à-dire Ouais. que ça peut être un bon outil, mais à un moment donné, si tu veux durer, enfin si tu veux de la longévité, Mm. si tous les matins t'es David Goggins et genre tu regardes tes chaussures pendant une demi-heure en insultant tout le monde sur Terre pour ensuite aller courir, enfin c'est très vendeur, mais en fait, ça va pas fonctionner Mm. pour énormément de monde, quoi. Ou alors, il faut Ouais. avoir eu des traumas et associer la douleur à l'amour, ça c'est un autre problème. Genre, c'est comme, Ouais. il y a des gens pour qui s'engueuler, c'est s'aimer. Bon, bah, en fait, Mm. non. C'est pas parce que Ouais. tes parents ils s'engueulaient pendant toute ta jeunesse que toi tu dois Ouais. engueuler les gens pour leur dire que tu les aimes. Enfin, bon, bref. C'est ça. Je dérive un peu du sujet, mais c'est un peu, tu vois, enfin, on Faut voir un exagère un psy. peu, c'est un peu l'idée, quoi. Quoi? Il faut qu'ils voient un psy, ces gens, hein, je suis Ouais, c'est ça. désolé. Mais en fait, et les gens, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font et de ce qu'ils reproduisent euh, dans leur vie de tous les jours parce que ils reproduisent un modèle qu'ils ont même pas, dont ils ont même pas conscience. Donc c'est pas toujours évident c'est pas toujours évident de faire comprendre ça aux Mm. gens. J'ai dérivé et du coup j'ai perdu le fil. On parlait oui, de la programmation d'entraînement. Et donc la question subsidiaire, c'est comme donc là, tu proposes quand même 4 ou 5 entraînements dans la semaine pour travailler une composante. Mais en fait, c'est des gens, je suppose, qui sont aussi footballeurs à côté, qui sont quand même Mhm. basketteurs à côté, donc ils ont quand même ces entraînements en plus. Mhm. Et donc c'est cette adaptabilité à avoir aussi par rapport à leur plan d'entraînement à Mhm. eux, qui Mhm. pourront peut-être pas. Donc soit ils remplacent, ils ont peut-être des créneaux préparation physique dans la semaine, et donc là, tu rentres en compte là-dessus? Ou est-ce que tu travailles sur des phases intensives de 2 3 mois où ils travaillent spécifiquement ça parce qu'ils sont un peu off, je sais pas, en intersaison ou je ne sais quoi, et tu Alors travailles ouais, là-dessus? ouais. Alors du coup, en fait, tu as le in-season et le off-season. Mm. Et le off-season, donc c'est-à-dire que c'est là, hein, c'est au mois de mai, il y a quasiment plus de compétitions sportives Mm. jusqu'à septembre, octobre, pour D'accord. certaines fédérations. Et c'est vraiment sur cet espace de temps-là qu'il faut absolument que ben, les joueurs, du coup, se préparent physiquement parce qu'ils ont plus de volume de saison. Et comme tu dis, lorsqu'on est en saison, c'est pas du tout la même stratégie. Mais Mm. vraiment pas. Les entraînements, si j'ai des gens que j'ai en saison, en prépa physique, les entraînements sont pas du tout pareils, ils sont beaucoup plus courts, ils sont moins intenses, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois, de demander aussi une intention maximale à quelqu'un quand il a fait 2 heures de basket en club ce matin et qu'il a fait je sais pas combien de sprints. Mm. Tu vois, donc en fait les paramètres et les problématiques sont plus du tout les mêmes, donc j'ai envie de te dire que c'est un métier qui est différent. Mm. Le off et le in, c'est complètement différent. On peut pas programmer de la même manière, sinon on blesse les gens. Mm. Donc, donc ouais, c'est aussi quelque chose qui est hyper intéressant à prendre en compte. Ouais, parce que parce que ouais, faut pas les blesser pendant qu'ils sont au moment le plus important de l'année, tu vois, c'est pas comme tu as Ah dit ouais? que c'est quand même très contraignant physiquement comme capacité à développer. Et donc c'est vrai que bah, travailler ça pendant que tu fais des matchs où tu sais, forcément, t'as pas forcément des bons appuis, qui Mhm, fait que tu te foules légèrement une cheville pendant un match, mais tu mhm, continues à courir dessus parce qu'il faut le finir. mhm. Enfin, ça doit pas être évident, quoi. Le in-season, ça doit être ultra stressant pour un Ah préparateur ouais, physique. bien sûr, bah ouais, c'est compliqué. Et puis, tu sais, t'as toujours, voilà, comme tu dis, t'as toujours le mec qui saute pour prendre un rebond, qui se pète la cheville. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait dans la prépa? Mm. Bon, voilà, il y a soit l'option, bah écoute, on met en pause le temps que tu réhabilites, ou alors on peut bosser d'autres paramètres. Enfin, voilà, le in-season, c'est un peu plus compliqué que le off, ça c'est certain. Mais bon, après, faut aimer, hein, faut savoir aimer aussi les trucs un peu moins bien, on va dire, du boulot. Ouais. Bah, je pense que c'est là où tu apprends le plus aussi. Bien sûr. Genre c'est là, c'est moi, parce que moi je suis coach à domicile. Mon public, c'est des gens plutôt sédentaires, assez âgés. Mais c'est vrai que les gens avec le plus de contraintes, tu sais, des 70 ans, ah bah
j'ai des rhumatismes, je suis diabétique et qu'est-ce que j'ai eu? Rhumatisme, diabète et cancer de la prostate, je crois, un truc du genre, Mm, la triplette de Belleville. Et donc du coup, tu dis bon bah qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire? Ah oui, arthrose dans les épaules aussi, ça c'est super. Quand tu peux mm, pas mettre les bras au-dessus de l'horizontale, c'est, t'es ravi. Ouais, et en fait c'est là où tu apprends le plus parce que c'est à des degrés moindres, mais quand tu te retrouves avec des cas qui sont, tu vois que ça risque d'arriver sur mm, les épaules, quand tu vois, ah ouais, bon, on travaille pas au-delà de ça, tu fais, non, 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 ça faut prévenir, parce que si quand tu vas avoir 80 ans et que tu pourras pas lever les bras au-dessus, tu vas faire comment quand tu vas devoir chercher une tasse qui est mm, au-dessus de ta tête, ou te laver les cheveux, enfin, c'est-à-dire que c'est des trucs tout bêtes, mais c'est super mm, important de voir et de prévenir ces choses. Et en fait, c'est là où tu apprends le plus pour prévenir et pour guérir aussi des choses qui sont pas encore trop graves. mm, Je crois que c'est là où tu apprends le plus. Et donc, mm, pour bifurquer là-dessus, du coup, tu travailles main dans la main avec un kiné. C'est pour ça que tu as, ou des kinés. C'est pour mm. ça que tu as créé YouCoach, parce que tu te rends compte en fait à quel point c'est important d'avoir ces deux métiers qui ne sont pas les mêmes métiers, ok? Ouais, Souvent, on me pas du demande, tout pareil. alors oui, je me suis fait une rupture du ligament croisé, comment est-ce que je fais pour revenir? Bah, Ah, c'est le t'appelles un pire. kiné, Ah t'appelles ouais, un c'est ça. kiné, C'est la et première étape. ouais. Alors du coup, c'est une bonne question. YouCoach, c'est un petit peu né de ça. C'est né du fait, donc on est des coachs, moi et mon associé. Moi j'ai été coach et je suis prépa. Lui, c'était un coach sportif. C'est vraiment né de ce truc de non seulement ben, on avait des potes kinés qui même actuellement faisaient leur bilan ben, sur des Word, marquer le nombre de séries, le nom de l'exercice et l'envoyer à leurs clients, tu vois. Donc, il n'y a rien qui est automatisé, c'est chiant pour le kiné comme pour comme pour le patient. Pareil au niveau des coachs sportifs, donc on avait des problématiques, on savait qu'il y avait des applications qui existent, hein, on les connaît tous, voilà, que ce soit XFit, que ce soit Gymkey, voilà, c'est des boîtes qu'on savait qui étaient existantes, mais qui avaient plein de choses dans le développement de leur application et de leur logiciel, ben, où nous, étant réellement des coachs sportifs, ben, on se disait putain, c'est dommage de ne pas avoir intégré ça, de ne pas avoir fait ça, de ne pas avoir amené la chose pour automatiser ce process, parce qu'on sait que dans tous les cas, quand on fait une prog, ben voilà, il nous faut ça, ça, ça. Donc c'est né en fait de cette idée-là où j'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé mon associé qui était coach sportif pendant de longues années et qui ensuite a changé de carrière et est devenu développeur. Donc bon, rien à Génial. voir le mec, rien à Ouais. voir. Donc rien à voir, mais du coup, lui, il était sur ce projet-là. Moi, je me suis rajouté, je me suis greffé. Et aujourd'hui, YouCoach est né de cette union. Donc voilà, on essaie de s'implanter sur le marché. C'est un petit peu dans cet esprit-là de vouloir automatiser et aider le maximum de coachs, de prépa, de kiné. Donc ensuite, pour te parler de la différence entre le métier de kiné et le métier de prépa, il faut savoir que c'est pas du tout les mêmes métiers, ça n'a rien à voir. Déjà, c'est pas les mêmes qualifications, c'est pas les mêmes diplômes c'est pas les mêmes compétences non plus. Alors par contre, il y a des kinés qui sont également des préparateurs physiques. Voilà. Hum. Donc, il y a des hybrides, on va dire. Donc il y a ça, mais effectivement, c'est pas du tout la même chose. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc moi, par exemple, vis-à-vis du club pro avec lequel je travaille, on a une équipe de kinés. Donc on est deux préparateurs physiques et trois Hum. kinés. Donc on travaille en collectif ensemble sur tout ce qui se passe au niveau des joueurs. Et en gros, le rôle du kiné, il est simple. Il est déjà dans l'interprétation des blessures, des bilans médicaux, etc. Nous, on n'est pas habilité normalement à interpréter voilà, une URM, ou une IRM ou une radio. On n'est pas, normalement, on n'est pas, on n'a pas le droit d'interpréter ça. Derrière, donc la première phase, elle va venir du coup, c'est le kiné, c'est l'équipe de physio qui va nous dire effectivement, donc là, on doit mettre tant de périodes d'arrêt où justement on peut reprendre la réhabilitation. Et donc, c'est eux qui s'occupent dans un premier temps de la récupération, on va dire, jusqu'à la marche, si tu préfères. Et dès lors qu'on peut marcher, là, nous, on s'occupe de la réathlétisation du coup de la personne. Donc, Hum. c'est un peu dans ça. La réhabilitation, c'est plus du côté kiné. La réathlée, c'est plus du côté prépa, tu vois. Ouais, Donc, ça marche.
on travaille un petit peu comme ça. Après, bien sûr, c'est pas parce que toi, t'es pas prépa que tu peux pas faire de réhab. Si ça fait des années voilà, même on parle beaucoup avec les physios, le but aussi, bah, c'est que eux, leur connaissance, bah, c'est que nous, on puisse aussi bah, en apprendre d'eux. Et voilà, bon, ben, on sait ce qui se passe. Il y a des préparateurs qui font le travail de certains physios, tu vois, parce qu'ils connaissent tous les protocoles, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, on a eu un joueur qui s'est fait les LCA, qu'est-ce qu'il faut faire à cette deadline, cette deadline, cette deadline. Bien sûr, en validation avec les physios, mais il y a des prépas qui peuvent s'occuper de la totalité de la réhabilitation d'un joueur. D'accord, ok, ça marche. Après, bah, quand tu travailles main dans la main, j'imagine que tu vois les autres travailler. Ouais, t'apprends sur le tas en Ouais, quelque sorte aussi, hein, c'est ça. Puis tu poses des questions, Ouais, tu te renseignes. Tu sais, après, t'as aussi la responsabilité peut-être de la carrière de quelqu'un. ouais. Donc, tu vois, quand tu programmes quelque chose, quand tu veux faire quelque chose, tu consultes les autres. Et Oui, le joueur aussi, c'est le plus important, tu vois. ouais, c'est ça. Parce que, parce que sinon, voilà, il est encore heureux que on peut pas prendre de décision d'un seul coup comme ça, si ça te pète. C'est ça aussi qui est bien, c'est que quand même t'as une certaine tranche de sécurité avant de prendre des décisions, quoi. Ouais, c'est ultra important. C'est alors parce que là du coup tu vas travailler avec quelqu'un dont enfin, voilà bientôt qui est c'est parce qu'il t'a découvert sur les réseaux là ou c'est via le club avec lequel tu travailles Alors, du coup, sans vouloir te mettre dans. je vais bosser avec un joueur donc, qui est actuellement en première division espagnole, Mhm. qui a eu un parcours NBA, qui a joué au Memphis Grizzlies, qui est passé également dans des grands clubs qui ont joué l'Euroleague, notamment français à l'ASVEL, etc. Donc, c'est un joueur que j'ai rencontré parce que je l'ai aidé dans un premier temps pour son association. Donc, Ok. en fait, on avait des gens en commun, on avait des personnes en commun et avec qui j'ai fait mes études Mm. de STAPS. Et du coup, bah, ils m'ont proposé de venir l'aider justement dans un camp. Et bah, du coup, je suis venu pour faire tout ça. Voilà, je n'ai pas demandé, j'ai rien demandé, juste bah, pour aider quoi. Mm. Et du coup, ensuite, bah, on s'est un peu plus suivi. Il a un petit peu vu ben, voilà, ce que je pouvais présenter avec certains joueurs. Et du coup, ben, j'ai eu la grande chance que là, le 19 juin, ben, je pars le préparer pendant quasiment 3 semaines dans le Tennessee aux États-Unis. Bam. Ouais, donc Trop c'est très cool. cool. C'est très très cool. Je suis très content. Donc je vais vlogger, je vais faire pas mal de contenu avec lui. Et donc ouais, je suis très fier de ça, de l'opportunité, parce que c'est une opportunité pour moi qui est Ouais, énorme. clairement, ouais. De toute façon, Il y a des mecs avec 10 ans de carrière qui n'ont pas ce genre d'opportunité. Donc je suis très heureux et voilà, le but ça va être que je fasse le maximum possible. Mais ça, c'est pas un gars que je pourrais développer. Parce que vu le monstre que c'est, tu ouais. n'imagines pas. Ah, Ouais, c'est. ouais, ouais, il y a des choses que, comment dire, à un certain moment, les micro-améliorations, c'est tout ce que tu Ouais. peux espérer. Ouais, ouais, non, mais j'y vais même pas dans cet objectif-là, tu vois. J'y vais Mm, dans un objectif là, c'est encore différent, de plus de travail d'endurance, mm. de conditioning, tu vois, de le mettre vraiment en route pour la future saison qui arrive. Ouais, Là, on n'est pas du tout dans du développement. ah ouais. C'est un mec qui a une masse musculaire, c'est n'importe quoi. Il a 1,10 m de détente verticale alors qu'il fait 2 mètres. Enfin, tu peux rien développer, hein, tu vois. Ouais, ouais, c'est C'est beau. n'importe quoi. Donc, il saute, il a la tête en haut de l'arceau. Donc, non, non, Ouais, c'est il y cool. a Ah rien bah, à faire. ouais, bah, peut-être travailler les muscles de sa mâchoire pour pouvoir s'accrocher à l'arceau. Je travaillais Louis. Voilà, c'est ça. Pour écouter les trucs. Non, 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 non. Après, en fait, j'y vais dans l'esprit où, bien sûr, je pense que je vais pouvoir apporter. Déjà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une tranche qui est assez restreinte. 3 semaines, on travaille pas des qualités ouais, athlétiques énormes. Donc, moi, je pense que je vais plutôt arriver dans cet aspect de conditioning. Par contre, l'endurance, en 3 semaines, on peut faire un très beau boulot, surtout pour une personne qui est quand même assez avancée, tu vois. On peut travailler de l'anaérobie, de la lactique, donc ça va être assez intéressant. Je pense beaucoup aussi de renforcement, mais surtout du conserver les qualités athlétiques qu'il a et du travail de mobilité sur de la hanche, sur les pieds. Donc ça, ça va être intéressant à faire. yes. C'est une question que je voulais te poser là pendant que tu posais le truc. Je l'ai perdu.
Je l'ai perdu. Ce que je voulais dire avant, c'était, en fait, c'est curieux comment une bonne action, ça a toujours, ça rapporte. Enfin, c'est pas que ça rapporte, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, à chaque fois que on fait des bonnes actions, on peut que en récolter de bonnes choses. C'est rare que si elle est dénuée de, comment dire, d'attente, c'est généralement là où les meilleures choses se passent. Quand tu fais quelque chose de bien et que tu attends quelque chose en retour, ça C'est sent, clair. ça pue toujours, donc ça rapporte jamais rien en général, ça. Mais quand tu fais vraiment quelque chose parce que bah, ça m'est souvent arrivé, tu sais, tu réponds à un DM, tu fais un truc, tu sais, tu t'aides quelqu'un pour rien et en fait, c'est, je sais pas, des mois, des années plus tard, ça revient dans le bon sens et Mm, c'est bien d'essayer de faire ces petites bonnes actions mm. dans la vie de tous les jours parce qu'il y a toujours quelque chose qui, enfin, ça, comment dire? J'allais dire ça reste pas impuni, mais c'est pas ce que je veux dire. Bon, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est faire une bonne action, ça vous rapportera toujours quelque chose, même si c'est juste le bon sentiment d'avoir fait une bonne action. Je suis complètement d'accord avec ça. Mm. Complètement d'accord avec toi. De toute façon, le bon attire le bon, et c'est une vérité, tu vois. Après, voilà, il y a une limite où il faut pas non plus prendre. C'est le vice, on va dire, de l'humain, c'est que quand on est trop gentil, on se fait prendre ben, pour une vie. Faut savoir justement mettre sa propre limite entre de la gentillesse et juste de la naïveté, tu vois. Mais je suis complètement d'accord avec toi sur ce point-là. J'ai retrouvé la question que je voulais poser, donc je l'ai écrite, je la pose tout de suite. C'est Ouais. pour donner une idée aux gens de pourcentage de progression possible sur une détente verticale, enfin une fois que tu es un adulte mature bien sûr, pas, enfin tu vois, quand tu prépares quelqu'un qui a 12 ans, je pense que bah, il y a un potentiel un peu différent que quelqu'un, mais qui a déjà genre, on va dire 24, comme tu as dit, 24-26, où bah, la croissance est complètement finie pour tout le monde. Et quelqu'un qui veut progresser en détente verticale, enfin, j'imagine que pareil, il y a une marge de manœuvre incroyable si c'est un sédentaire obèse et qui perd 120 kilos et que voilà, enfin, je pense que c'est un meilleur truc, mais juste pour donner une idée de quelqu'un d'à peu près normal, qui fait un peu de sport et qui aimerait bien progresser, ça va faire, enfin, se spécialiser là tout d'un coup. En termes de, je sais pas si c'est en centimètres ou en pourcentage de gains, est-ce qu'il y a, t'as des chiffres que tu peux donner ou c'est même Ouais. pas une conversation? Ouais. Ouais, carrément. Bah, c'est intéressant parce qu'il y a une semaine, et pas plus tard qu'une semaine, j'ai fait un graphique justement Ah, sur ça. ah, d'accord. Bah, Combien de centimètres tu peux gagner selon ton niveau de détente verticale? Parce qu'en fait, donc c'est ça qu'il faut également comprendre dans la balance, c'est que plus tu as de détente verticale, plus c'est difficile d'en gagner. Parce hmm, qu'il y a une limite génétique, il y a une limite humaine. On sait aujourd'hui que bah, il n'y a aucun humain qui a sauté plus de 127 centimètres, ça n'existe pas. Ça sera battu, mais pour le moment ça n'existe pas. Donc déjà en partant du principe que la limite c'est 127 centimètres, ouais c'est énormissime, hein. Et on part de ce principe-là, et on part également du principe que ça c'est l'élite génétique, donc c'est des gens qui sont faits génétiquement pour ça, pour sauter à ces hauteurs-là. La limite humaine d'une personne assez lambda, qui est quand même sportive, voilà, qui on va dire est bien physiquement, on peut l'inclure sur les 1 mètre, 1 mètre 5. Moi, je suis convaincu que tout le monde peut sauter 1 mètre, avoir 1 mètre de détente. Il faut travailler des années pour, mais tout le monde peut avoir 1 mètre de détente, ce serait la limite de beaucoup, beaucoup de personnes. Et à 1 mètre de détente, on dunk bien, ouais, quoi. ouais, 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 non, mais c'est pour On ça, je dunk me dis, fort. que ting! Tu vois? Mais Peut-être un et jour, ouais. donc du coup, en gros, pour te dire, ça va être très différent les gains de détente selon la détente qu'on a actuellement. Donc, un gars qui a 40 centimètres ne pourra absolument pas avoir les mêmes résultats qu'une personne qui en a 80. Hmm, Elle aura 2 fois plus de résultats que la personne à 80. hmm, Donc, dans l'idée, en gros, si tu préfères une personne lambda, un humain lambda, sur un saut avec un mouvement, il est à peu près à 45-50 centimètres. Un humain sportif, hmm. avec élan. En un an, si effectivement il veut se spécialiser dedans, tu peux passer de 50 à peu près 65 en D'accord, l'espace de ok. 12 mois. 12 D'accord. mois d'entraînement, ça me paraît cohérent. Il n'y a pas de doublement des tentes Non, verticales. Ok, non. ouais, ouais, ça marche. Donc tu gagnes, ouais, tu gagnes. Attends, t'as dit 65. Ah, ça fait quand même 20 Ça centimètres fait de mieux. quasi 20 centimètres. Ouais, C'est c'est énorme. C'est beaucoup, plus hein, 20 50% centimètres. en fait. C'est C'est quand même pas énorme. mal. Ah ouais, C'est ouais. quand même pas mal. Et après, ça, c'est le truc. C'est par exemple une personne pour passer de 90 à 100, ben, généralement, ça va lui prendre un an de travail. Hmm. De 100 à 105,
généralement, c'est un an de travail. De Hmm, 105 à 110, pareil, c'est un an de travail. hmm. De 110 à 115, c'est un an de travail aussi, tu vois. D'accord. Et c'est là où tu vois que c'est énormissime. C'est énormissime. Ouais, les Et gamins. surtout que plus tu as de détente verticale, plus les contraintes que tu dois avoir, que tu dois mettre en place pour en gagner, c'est-à-dire en termes de force, et c'est là où tu vois les niveaux de force des dunkers. Oh, c'est mais des front squats à 240 kilos. Je te jure, des hip thrusts à quasi 390 kilos, tu vois. C'est des Hmm, mecs qui ont une force, mais c'est légendaire. Et pourtant, quand tu regardes leur physique, tu te dis, mais jamais ce mec il fait un squat profond à 240. hmm. Si, si. Et c'est ça le pire. Ouais. Ok, d'accord. Bah, c'est super intéressant. Et donc, ouais, est-ce que les progrès... Alors, ça va être une question encore très large. C'est la dernière question que j'ai notée, Mhm, sur toutes celles que je voulais te poser. mhm. Est-ce qu'il y a des énormes différences entre les programmes de débutants et d'avancés? Ou est-ce que pas trop, justement, c'est à peu près la même chose, mais c'est juste que les charges changent et les vitesses changent et tout ça, quoi. Ouais, alors ouais, c'est très différent. En gros, quand j'ai un débutant, le but, ça va dans un premier temps de construire une base fondamentale. C'est un peu comme, en fait, ta question, je pense elle est exactement euh, transplantable. Je sais pas si c'est un Transposable, mot. je crois. Ouais, on peut la transplanter avec l'endurance. Est-ce que tu ferais une programmation pour un mec qui Hmm. a jamais couru de sa vie à un mec qui veut, par exemple, bah, sur son marathon, gagner 30 minutes, Hmm. tu vois? Et là, non, c'est pas du tout Ouais. pareil, ça n'a rien à voir, tu vois? Donc, il y en a un, on va apprendre déjà à courir, on va lui apprendre, voilà, d'abord plante de pied, ensuite on va faire deux bornes, ensuite on va en faire trois, après on va commencer à travailler certaines qualités fondamentales, peut-être un petit peu de sprint au départ, enfin voilà, tu vois? Et celui du marathon, ben là, on est dans de l'expertise totale. Donc effectivement, sur la détente verticale, la première chose à apprendre à la personne, je pense, c'est que les niveaux de force sont extrêmement importants. Le renforcement global est extrêmement important. Et c'est ça qui pêche très souvent chez les débutants, c'est qu'ils ont très peu de masse musculaire. Hmm. Ou alors du baby fat encore, du baby muscle, tu vois. D'abord, il faut créer une base musculaire pour pouvoir encaisser les impacts, encaisser le travail d'explosivité, sinon on va péter la personne. Et ensuite, ben, commencer les bases de la pliométrie, d'abord basse, ensuite extensive, apprendre la personne à sauter. Alors que quand on a un athlète, un expert comme la personne que je vais avoir aux États-Unis, ben là, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout sur la même chose. Si son objectif c'était par exemple de passer de 110 à 115 cm de détente verticale, ben là en fait on serait quasiment que sur du travail de force en semi-altéro, de force générale, d'explosivité maximale, tu vois. Genre, je sais pas, on ferait des contrastes de charge en mode on fait un squat à 95% de ton RM et derrière on va faire du saut en allant toucher la hauteur la plus haute. Voilà, tu vois, ce genre de contraste. Donc, mais tu fais ça à un débutant, bah, il porte plainte quoi. Ouais, 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 Il ouais, porte plainte contre toi, bah, c'est fini. on nous avait donné des exemples de tests extrêmes, genre chez les volleyeurs cubains, qui les faisaient sauter tu sais, comment ça s'appelle, tu sautes tu sautes et après tu essaies de faire enfin tu sautes d'une hauteur et après tu ressautes derrière. Je sais pas si je me rappelle plus du nom de ça. C'est un Il les death faisait- jump classique. voilà, mais il le faisait de Ouais. 6 mètres de haut. Ouais, voilà, mais il le faisait hyper haut. Alors ça, j'avais vu un japonais qui faisait ça, méga impressionnant et L'idée de, enfin, bon, je sais pas si ça a été très successful comme méthodologie, j'ai pas trop suivi, mais il disait, voilà, il y a des gens, ils font des trucs farfelus parce que bah, il faut tester, quoi. Mais ouais, ouais, ouais. Donc faut laisser aux gens faire ce qu'il faut, comment dire, faut laisser les gens faire ce qui est de leur niveau. C'est ça Mm, la phrase que je voulais dire. c'est ça. Alors, juste plio basse et extensive, je l'ai juste noté là, tu viens de le Ouais. dire. C'est quoi le. Alors il y a plusieurs niveaux en fait de pliométrie. En fait, dans beaucoup de choses, on appelle ça un continuum. Hmm, Donc en gros, c'est-à-dire du plus petit level jusqu'au level maximal. Et dans le continuum de la pliométrie, on démarre d'abord avec de la pliométrie basse, ensuite de la pliométrie extensive et après avec de la pliométrie intensive. Il y a des paramètres
voilà, on peut aller plus dans le détail, mais en gros, si tu préfères, c'est juste des levels de D'accord. pliométrie. La pliométrie extensive, par exemple, c'est de la corde à sauter. Voilà, corde à sauter, c'est de la plio extensive. Pliométrie intensive, bah, ça serait voilà, des drop jump, du def jump, vraiment des sauts où on demande une intention maximale. De la plio basse, ce serait vraiment des pogos peut-être faites avec une intention qui est voilà, assez moyenne, juste histoire de réveiller l'articulation, Mm. réveiller le corps. Peut-être des squats en avant avec une petite amplitude, tu vois. Donc il y a un continuum, il y a un niveau au niveau de la pliométrie. D'accord. Ok. C'est comme les TKE, je crois que tu en as parlé aussi tout à l'heure, Ouais. ce genre de choses. C'est quoi un TKE? C'est l'abréviation anglaise de. Attends, il faudrait que je l'ai machinalement TKE, Ouais, c'est pas grave. mais attends, Ouais. c'est intéressant, je vais te le dire de suite, TKE, bend, C'est parce que élastique. voilà, je suis un peu comme Voilà, toi. alors Ouais. c'est l'abréviation de Terminal Knee Extension. Voilà, Ouais, mais ouais, je l'avais plus en tête. ça marche. Désolé, je te pose tout ça, c'est très. Je sais pas si ça va intéresser énormément de monde. Moi, ça m'intéresse tous ces petits trucs Ouais. techniques parce que du coup, ça rajoute des dimensions à ce qui peut m'intéresser. Et après, moi, je regarde si je l'implémente chez mes pauvres coachés ou pas. Voilà, je rajoute des petites choses. Et je pense que, alors, mon cerveau commence à fumer, là. Et donc, je sais pas si je vais réussir à poser d'autres questions. Et je suis arrivé au bout de ce que je pense je voulais discuter avec toi aujourd'hui. On Mhm. pourra toujours en garder pour d'autres vidéos, parce que là, en fait, c'était surtout de détente verticale. Mm. Pour avoir un exemple, je sais pas si tu connais Ido Portal, ça te dit quelque chose? Non. C'est un mec, bon, ça a rien C'est à le voir. sponsor de la vidéo. C'est la même. Putain, je déteste les pubs dans les Tu sais, podcasts. introduite comme ça, là. Ah là 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 là, ça me fait penser au. C'est une question que je voulais te poser tout à l'heure, tiens. Ouais, Sur le collagène, ouais, si tu trouves que parce que comme, ouais. ouais, est-ce que tu vois des différences? Parce que tu dois voir ça avec tes sportifs de haut niveau, etc. Est-ce tu proposes pas? Enfin, je suis curieux d'avoir ton Ouais, avis dessus. il y a beaucoup de pensées différentes sur le collagène. Il y a des études qui disent que ça fait quelque chose, des études qui disent que ça ne fait rien. Alors, en tout cas, moi, je suis de l'avis de certaines études qui proposent que rien que le fait de la prise de collagène en tant que placebo Mm, peut potentiellement contribuer à une amélioration des qualités tendineuses, des douleurs articulaires. Donc, mm, moi, effectivement, je conseille tout le temps le collagène. C'est quelque chose qui est intéressant et surtout parce que ben, je perds aussi mes cheveux donc donc vu que je commence à avoir une calvasse, ouais, ouais, moi ouais. aussi je conseille également le collagène et j'en prends. D'accord, ça marche. C'est pour double casquette C'est ça. du collagène. Ok, et pareil, est-ce que en termes nutritionnels, il y a enfin, bon, à part pour les conseils perte de poids, mais plus en termes de alors, prévention de blessures ou d'amélioration de récupération, il y a des choses qui sont assez spécifiques à ce que Ah tu ben proposes ou pas? Ou ça ça reste le global classique? c'est ça c'est on va dire c'est universel mais c'est hyper important éviter les aliments transformés, Hmm, éviter tout ce qui est friture, éviter tout ce qui est consommable directement. Tout ce hmm, qui est rempli d'agents conservateurs au maximum possible, manger le plus frais possible, légumes, fruits, ouais, beaucoup de viande, beaucoup de viande, tout en sachant que dans une prépa, ben forcément, on a besoin d'énormément de capacités de récupération tendineuses, tissulaires, musculaires. Donc il nous faut de la viande, il nous faut de la synthèse protéique hmm, pour pouvoir ben, pallier à tout ça. Il faut le maximum de micronutriments également pour le meilleur fonctionnement hormonal possible. Donc la nutrition, c'est une partie hyper intégrante d'une préparation physique. hmm. Et c'est d'ailleurs des facteurs primaires de blessures. Combien j'ai vu de mecs se péter parce que ils bouffaient des burgers avant de faire un match ou un entraînement, quoi. Et Ah, c'est ouais, c'est malheureux et ils comprennent pas, mais c'est ça qui t'a blessé. intéressant, parce que c'est quoi? Déshydratation du sel, l'inflammation due à la mauvaise réaction digestive. Qu'est-ce que tu as des explications ou c'est
Sur la nourriture transformée? Bah, par exemple, tu as dit, bah, c'était peut-être une exagération le burger avant le match, mais Mm. cette idée est-ce que c'est parce qu'ils récupèrent moins bien, parce que leur alimentation est sous-optimale, et donc du coup, les petits pets qu'ils peuvent avoir bah, se réveillent sur des moments où ils sont pas forcément focus sur Ouais, la ouais, réduction de ce genre de après, truc. voilà, c'est un peu exagéré de là à dire que c'est le burger voilà. Mais non, après, je pense que c'est un peu un tout, tu vois. Parce qu'en fait, s'il a consommé ce genre d'aliments, ça veut dire qu'il n'en a pas consommé forcément d'autres avec un apport nutritionnel qui est intéressant. Donc Mm, peut-être qu'au niveau micronutriments, du coup, ben, on manque, je sais pas, de magnésium, on manque de mm, certaines choses qui nous permettent bah, d'avoir une meilleure récupération qui fait que bah, il n'est pas à demi endormi pendant l'entraînement ou quoi. Et mm. bah, souvent, c'est ça qui va causer. En fait, on ne peut pas établir une cause directe d'une blessure, à part si c'est une blessure qui vient de l'externe. Un mec qui te rentre son genou dans ton genou et ton genou pète. Voilà, Mm. ça c'est une cause externe. Mais si Ouais. quelqu'un, par exemple, commence à sprinter et d'un seul coup, bouf, LCA, ligament croisé, Ouais. donc bah, ça c'est un facteur interne. Et le facteur interne, bah, il est dû à quelque chose. C'est de la fatigue, c'est de la Mm. nutrition, ça peut être plein de choses en même temps, tu vois. Moi, je suis d'avis de toujours penser que bah, un facteur qui mène à quelque chose, c'est lié à plusieurs facteurs derrière, tu vois. Donc que ce soit le stress, que ce soit la récupération, le sommeil, l'hydratation, la nourriture. Donc voilà. Bah, de toute façon, alors je vois que ton image est bloquée. Est-ce que tu es encore là? Ouais, je Ah suis oui, là. d'accord, ok, ça marche. Je pensais que le son s'était arrêté et ton image est bloquée. J'avais peur que tu aies disparu. Non, mais bon, de toute façon, enfin, c'est un tout. C'est sommeil, Ouais, nutrition. bien sûr. Sommeil, nutrition, gestion du stress et gestion de la charge de Mm, travail que tu fais à l'entraînement. mm. Et voilà, comme j'ai l'impression que les pros font juste ce que bah, les amateurs font, les débutants font, mais ils le font mieux, quoi. C'est tout. C'est aussi. Ouais, et puis ils le Ouais, font depuis plus longtemps et ouais, et ils sont plus accompagnés, je pense aussi. ouais, c'est ça, ouais. Il y a Mm, tout cet avantage-là. Euh, il y a tout cet avantage-là. Et ben mm. écoute, je pense que c'est une belle conclusion, ça. Ouais, Je te remercie vraiment d'être venu. avec plaisir. Si vous êtes kiné, n'hésitez pas à aller regarder YouCoach. Il y a un site internet, tu veux qu'ils aillent dans un lien quelque part C'est spécifique? ça, c'est U, donc on dit you, mais c'est U, tiré du 6, coach.fr. Perfect. Et bah écoute, merci vraiment d'être venu. De toute façon, je pense que je te réinviterai pour d'autres sujets. On va farfouiller. Je pense qu'il faudra avoir des sujets de type vitesse, enfin voilà, on va refarfouiller des choses, mais je trouve ça bien de s'être orienté vers un truc spécifique. Ah bah, Mm. je reviens à Ido Portal, juste avant de refinir la conclusion. En fait, c'est un mec qui était spécialisé dans le mouvement. Je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais il avait des philosophies intéressantes. Et en fait, lui, ce qu'il aimait faire, c'est ajouter une contrainte pour travailler des choses spécifiques. Donc, par exemple, il a un bâton, tu peux pas bouger tes pieds, il faut que tu évites les coups de bâton qui te mettent au ralenti pour travailler des orientations spécifiques de trucs. Donc en fait, il te met une contrainte, ou alors il y a un seul pied qui bouge. Et ensuite, du coup, lui, il peut faire plus de choses, mais toi, et donc ça te contraint à aller dans des positions un peu différentes. Et pour les conversations, c'est pareil. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée de rajouter de bloquer un item pour pouvoir justement plus le farfouiller et qu'on quitte à faire des boucles autour de ça, ça permet d'orienter une discussion plus facilement que d'être trop Mm. général et donc du coup de se perdre un peu dans tous les trucs. Ça a permis d'avoir une structure un peu de A à Z et ensuite qu'on puisse voir autour de ça ce que ça peut être une préparation pour quelqu'un qui veut travailler sa détente verticale. Donc je te remercie Mm. pour ça parce que Avec je plaisir. crois que ça va être ultra intéressant en réponse à tous les gens qui peuvent me demander comment on travaille sa détente verticale. Écoutez, je vous invite à aller regarder le podcast avec Angel. Donc Angel Against Gravity sur tous tes réseaux. C'est ça, Angel Against Gravity. Et c'est ça. Perfect. Eh bien, écoute, merci beaucoup encore d'avoir été là. Allez, merci à toi. Ce podcast, c'est le podcast du Reveal Club. Si vous voulez un suivi perso sur notre application, n'hésitez pas également. Reveal Club. Et merci encore, Angel, et à bientôt.